Il est chez lui. Thibaut, est-ce que vous vous êtes accroché avec votre souffrance tous ces jours sur ce Tour de France pour vivre cette étape, ce chrono ici chez vous? Ouais. Vous pouviez ne pas en être, c'est impossible. Ouais, forcément, ça a joué, c'est sûr. Mais après, voilà, je devais quand même finir ce Tour de France. Ça veut dire que c'est la cerise sur le gâteau, c'est d'avoir ce chrono pour me faire plaisir. Et j'espère prendre du plaisir aujourd'hui. Je sais qu'il y a beaucoup de public, donc voilà, ça va être un super moment. Ce chrono, vous allez le faire à combien de vos possibilités? 50, 60%? Je sais pas combien je suis, mais en tout cas, moi, je vais donner à 100%. Après, ma condition, c'est sûr qu'elle n'est pas à 100%, mais moi, je vais tout donner en tout cas. Est-ce que vous avez prévu un changement de vélo? Oui, normalement, oui. Normalement? Normalement, oui, c'est sûr même. Merci. Ouais. Bonne route et vous avez le sourire, c'est bon signe. Ah, ça fait plaisir, voilà, de voir l'esquisse d'un sourire sur le visage de Thibaut Pinot au départ de ce contre-la-montre. Il va vivre un grand moment quand même. Oui, c'est normal qu'il ait le sourire, il joue à domicile et je pense que le public l'attend et il va être porté par son public sur ce parcours. Le sourire à quelques minutes du départ du chrono, c'est aussi, parfois, ça peut être interprété comme un léger manque de concentration. C'est qu'on n'est pas vraiment dans le match pour, je parle là d'un point de vue purement sportif, pour jouer à la gagne. Hein. On a parfois le visage fermé quand on est vraiment concentré. Thibaut, il est content d'être là. Et on lui souhaite de vivre un bon moment, lui qui dit qu'il n'a pas pris de plaisir sur ce tour jusqu'à présent. Eh bien, c'est peut-être le moment d'en prendre du plaisir. Et il va forcément en prendre parce que c'est toute sa vie, enfin ces jeunes années qui vont défiler là pendant ces 36 km. Il est né à Lure, il va passer dans son collège, à Mélisée, la ville dont son papa est maire depuis des années. Enfin, vous avez vu que son nom a été inscrit partout sur le parcours. Et puis cette montée de la planche de Bellefille, je pense qu'il a dû l'escalader. Depuis tout petit. Depuis tout petit, c'est ce que j'allais dire. Vous avez dit 350 fois au vélo. Oui. Sur le plateau. J'ai peut-être un peu exagéré, Laurent, mais, mais peut-être pas, peut-être qu'il en manque. On lui posera la question. En tout cas, aujourd'hui, ça va faire une fois de plus. Et avec Thibaut Pinot dans le sillage du Franc-Comtois, on retrouve Thierry Adam. Vous allez nous faire vivre un grand moment, Thierry, parce que ça va hurler sur le bord de la route. Ouais, ça hurle déjà, hein. Il vient de partir, c'était déjà très chaud quand il était sur la rampe de lancement. C'est surtout un grand moment pour lui. Ça aurait dû être un très grand moment pour lui. On connaît les circonstances. Tout s'est quasiment arrêté dès le premier jour du Tour. Comme quoi, voilà, Christian Prudhomme avait sans doute fait cette étape un peu pour lui, un peu beaucoup pour lui, en imaginant peut-être un scénario royal, un scénario en jaune. Ce sera différent. J'imagine que pour lui, ça a dû, je le sentais quand même très crispé, très tendu, même s'il n'y a aucun enjeu pour le classement général. On le sentait bien sûr très tendu, très crispé. Les gens qui sont là autour du circuit, eh bien l'attendent depuis ce matin, depuis hier soir, depuis des semaines certainement. Et forcément, c'est un moment très particulier pour lui. C'est un beau moment aussi à vivre pour un coureur cycliste. Après, voilà, les circonstances de course sont les circonstances de course. On ne va même pas trop regarder, vous, un peu plus que moi, son temps, dans cette petite montée d'entrée de jeu, là, après le premier virage à droite, qui fait assez mal, mine de rien, à beaucoup de coureurs pour se mettre en jambes. C'est tôt, ça arrive assez vite. Donc on n'est peut-être pas encore, même si on a fait des rouleaux, on n'est pas encore super dans le rythme. Et celle-là, elle est un petit peu casse-patte. Voilà, Thibaut avec son dossard 51. C'est que le début de l'ovation. Ça va être 35 km où il va entendre des Thibauts un petit peu partout. Et puis il va y avoir bien sûr dans 10 km l'entrée chez lui, dans son village. Et on vivra ça avec vous, Thierry, bien sûr. Pour l'heure, Michal Kwiatkowski vient de s'élancer alors que Søren Kragh Andersen en a terminé avec un bon temps. C'est le troisième temps. Le troisième temps, merci à 2 Laurent. minutes. Hein. Ouais, il a perdu du temps dans la dernière ascension. Lennart Kemna, le coureur allemand de la formation Bora, est en route. Alors je reviens sur Thibaut Pinot, Christian Prudhomme, le patron du Tour, a cette phrase que je trouve très belle. Le Tour de France de mes rêves, c'est celui qui passe devant chez moi. Enfin, là on peut dire que c'est l'étape de ses rêves, Thibaut Pinot. Même s'il aurait préféré évidemment d'autres circonstances pour ses retrouvailles avec son public. Après c'est difficile, hein, quand on passe à domicile, ça fait toujours plaisir, mais c'est difficile. Hein. Vous connaissez aussi celui-ci, le proverbe que nul n'est prophète en son pays. C'est du coup une énorme pression aussi qu'on peut ressentir dans ces moments-là, mais voilà, on a cet avantage d'avoir le public pour soi. Et Thibaut Pinot qui souffre de douleur au dos depuis sa chute sur la première étape. Évidemment, la position chrono, c'est pas pour l'avantager non plus. Hein.
Dans un chrono, évidemment, on force avec les jambes, mais il faut être également très bien gainé au niveau du dos. Il y a tout qui travaille. Thibaut Pinot qui a été champion de France du contre-la-montre il y a quelques années, précisément dans son département. C'était à Vesoul en 2016, en Haute-Saône. Donc il a déjà été prophète en son pays. Mais oui, Pinot, pour ce qui est des chronos, il a réalisé de très belles performances, notamment quand il a pris place sur le podium du Tour dans un contre-la-montre entre Bergerac et Périgueux. Et puis l'an dernier à Pau, il avait terminé dans les 10 premiers du chrono remporté par Julien Lafilippe. Ne vous méprenez pas, c'est pas Sergio Higuita qui est revenu pour faire le contre-la-montre. On est ici avec son coéquipier et ami Daniel Felipe Martinez. Ça vous manquait, ça vous manquait alors. Vous l'attendiez, alors je vous l'ai fait. On ne l'avait pas eu. À un moment donné, il faut bien que ça sorte. À un moment donné, là c'était le moment quand même. À un moment donné. Juste à l'entrée de Saint-Germain, on traverse à cet endroit une réserve naturelle, la réserve naturelle régionale de la Tourbière de la Grande Pile. On voit Thibaut Pinot qui se replace sur sa selle tous les 4 ou 5 coups de pédale, c'est un petit peu normal, c'est aussi, ça fait partie de son style, mais il produit un gros effort en prenant appui sur le guidon de triathlète. Et en forçant, il glisse légèrement sur sa selle, donc tous les 4 ou 5 coups de pédale, il est obligé de se recaler. Il avait pris la 7e place, c'est bien ça, du contre-la-montre à Pau l'an dernier sur le Tour de France. C'est son meilleur résultat sur un chrono dans un grand tour. Allez, on va suivre bien sûr Thibaut Pinot, mais on va retrouver Nicolas G qui est toujours avec Rémi Cavagna. Oui, avec Rémi qui est en train de goûter, là, il est en train de se ravitailler. Rémi, un petit mot pour être un peu plus sérieux sur le chrono de Thibaut, vous le voyez, on le sait, il est chez lui, ça lui tient à cœur. Comment vous le trouvez là, en position? À la télé, il paraît bien. Après, je ne sais pas si mentalement il est encore vraiment là-dedans, mais en tout cas, avec toutes les écritures et tout, Thibaut Pinot, allez, c'est vraiment chez lui. Il va être super motivé, donc forcément, il va se battre pour ça. Après, j'espère pour lui qu'il va faire une super performance. Parce que c'est un garçon qui, comme vous, a été champion de France du contre-la-montre, même si c'est d'abord un grimpeur, mais il a été champion de France du chrono. Oui, à Vesoul, je l'avais participé, j'avais pris 10 minutes dans les dents, donc je me souviens bien. Et c'est vrai que c'est un bon contre-la-montre. Quand il est en condition, il peut être redoutable. Bon, à tout à l'heure, ça vous va les commentaires? Parce que maintenant, il vous entend, Alexandre, Marion, Laurent et Franck, il vous entend, donc ne dites pas de bêtises surtout, mais ça ne vous arrive jamais. Julien Lafilippe qui arrive au premier point intermédiaire avec 1 minute 30 secondes de retard, un petit peu plus. Voilà, qui fait un début de parcours appliqué, mais évidemment il ne jouera pas les premiers rôles aujourd'hui. Très bien, il a dit. Très bien. C'est que Pinot. Là, c'est que Pinot en chronomètre. Oui, cette couleur rouge qui se dégage un peu du paysage urbain partout, c'est parce qu'il y a beaucoup ici de grès rouge du Trias. C'est la pierre, la roche qu'on a utilisée par exemple pour faire la cathédrale de Strasbourg, pour faire le château du Haut-Königsbourg par exemple. Allez, Thibaut Pinot qui s'approche de Mélisée. Et on va retrouver avec le franc-comtois Thierry toujours dans le sillage de Thibaut Pinot. Oui, avec une haie d'honneur, tout simplement. Beaucoup de monde sont arrivés. Et j'avoue que c'est un petit moment plein d'émotions. Même pour nous, suiveurs, parce que voilà, on aime beaucoup Thibaut Pinot. On a appris à le découvrir. C'est un garçon peut-être assez renfermé, mais qui a toujours le mot juste et qui est quelqu'un de très abordable, qui aime sa région. On sait qu'il il a acheté un étang, qu'il aime la pêche, il a ses animaux. On connaît un petit peu l'histoire de Thibaut. Et ici, c'est l'idole. Ça ne doit pas être facile, parce que j'ai écouté
à la fois Laurent et puis Franck, mais ça ne doit pas être forcément facile pour lui parce que il doit quand même se dire à 100% et si j'avais été dans la bagarre pour le maillot jaune, j'aurais eu un avantage sur cette route qu'il connaît évidemment par cœur, qu'il a forcément fait à l'entraînement, même en mode chrono, et puis avec cette foule qui l'aurait poussé, les gens sont presque parfois déraisonnables hein, sur le bord de la route. On a rarement vu autant de personnes courir à côté d'un coureur cette année. Alors avec le masque, heureusement, c'est la base, mais quand même, il faut un peu de prudence. Mais il y a une vraie ovation. Alors côté sportif, il est au maximum, il va faire le parcours au maximum du maximum, sauf que le maximum, c'est pas son maximum. Avec un petit genou droit qui a tendance à ressortir, c'est pas une position, c'est pas sa position idéale. On sent qu'il y a toujours une petite douleur. Il se bat avec sa machine, il se bat avec lui-même. Il a envie de faire un temps, il a envie de faire un truc, mais voilà, c'est un Thibaut Pinot qui se remet tout doucement et très très lentement de cette chute d'il y a exactement 3 semaines, comme quoi le temps passe vite, mais la douleur reste parce que la douleur elle est toujours un peu présente, avec un vent, attention, hein, ça c'est pour Laurent, un vent qui vient à droite de la route, vraiment à droite, hein, perpendiculaire, et qui est un petit peu plus puissant que pour ceux qui sont partis tout à l'heure en début de contre-la-montre à 13h. L'arrivée de Maximilian Charman qui concède un peu moins de 2 minutes à Rémi Cavagna. Maximilian Charman en moins d'une heure, hein, 59 minutes et 54 secondes. Ouais, c'est bien joué, c'est bien joué. Alors que Thibaut Pinot entre à Mélisée. Ça, c'est le classement provisoire à l'arrivée à la planche des belles filles, bien sûr, que vous avez en bas à droite. Ça tient toujours pour Rémi Cavagna. Thibaut Pinot qui en principe va changer de vélo tout à l'heure au début de la montée et qui a mis pour la première partie donc un matériel un peu plus encombrant, un peu plus lourd, mais dont l'efficacité est prouvée sur ce type de terrain, avec une roue lenticulaire derrière, une roue à bâton à l'avant. Alors, la roue à bâton, bonjour monsieur Rigoberto Urán, la roue à bâton évidemment sur le plat et les faux plats c'est parfait, mais pour grimper la planche des belles filles elle n'est pas du tout adaptée. Elle a besoin d'inertie pour emmener le vélo. Allez, Thibaut qui entre à Mélisée, là on va vous laisser profiter de l'ambiance hein, sur le bord des routes et des nombreux encouragements, l'ovation même que va recevoir Thibaut Pinot. Allez, l'arrivée de Thomas de Gendt, le Belge, qui s'est donné à 100%, mais rien à faire hein, face à Rémi Cavagna pour Thomas de Gendt. À l'arrivée, il va concéder un peu plus de 2 minutes et lui réalise son chrono en un peu plus d'1 heure. Voilà, 6e temps provisoire pour Thomas de Gendt. Allez, on retrouve Thibaut Pinot dans la traversée donc de Mélisée, son village. Oui, avec un Thibaut Pinot qui est rentré il y a une dizaine de mètres dans Mélisée, mais c'est un long village, hein, c'est tout en longueur. Là, on est dans la longue ligne droite qui nous amène vers le centre-ville où tout avait été prévu, tout a été organisé. Il y a même provisoirement un bar Thibaut Pinot, juste pour la journée, avec une animation, avec des maillots Thibaut Pinot à gagner. Et là, vous allez rentrer dans le centre-ville. Il y a déjà, je vous l'ai dit, hein, c'est une haie d'honneur, beaucoup de monde sur le bord de la route, énormément de panneaux. Christian Prudhomme, qui a choisi, le directeur du Tour de France, qui a choisi d'être derrière Thibaut pour ce moment-là. Il aura le temps de revenir pour le maillot jaune ou pour Pogacar. Et vous le voyez, on a même sorti, alors voilà, bon, ça va être un petit, on a sorti des fumigènes, on a essayé de faire du bleu, blanc, rouge. On rentre là vraiment dans le cœur de Mélisée. On est comme dans une étape de montagne. Regardez la foule qu'il est obligé de fondre. Ça restera un moment extraordinaire. Je vous laisse écouter ça pendant un petit moment parce que c'est un grand moment quand même de ce tour, mine de rien.
Et Reichenbach, il n'y a pas la même motivation évidemment que chez Thibaut. Quel moment tout de même, hein, la traversée du centre de Mélisée là pour Thibaut Pinot. Bon, on va s'intéresser à son chrono également, Thibaut Pinot, parce qu'il va passer au premier pointage intermédiaire. Alors pas tout de suite. Ah, ça devrait pas tarder maintenant. Ça ne devrait pas tarder effectivement. Et le temps de référence, c'est 16 minutes 57 secondes. Le premier pointage intermédiaire après 14 km 500 à une moyenne de 51,1 km/h. C'est extrêmement rapide. C'est Rémi Cavagna. Est-ce que Pinot est capable d'aller plus vite sur cette portion? Non, je ne crois pas. Rémi Cavagna, c'est un gros gabarit. Immense surrouleur avec ses longs fémurs. Alors qu'au dernier de départ, on a aperçu Wout van Aert qui se prépare. Il partira, Wout van Aert, dans 4 minutes exactement. Là pour l'heure, c'est Gorka Izagirre qui quitte la rampe de lancement. C'est parti. Georges Bennett qui passe au point intermédiaire. Thibaut Pinot parti 2 minutes après, ne devrait pas tarder. Georges Bennett avec un retard d'1 minute et 41 secondes. Pour l'ancien pensionnaire du vélo club Morteau-Montbenoît, pas très loin d'ici d'ailleurs, en Franche-Comté, dans le département du Doubs, dans le Haut-Doubs. Et oui. Thibaut qui est déjà en retard hein, sur le temps de Rémi Cavagna. Mais il va être de toute façon difficile à égaler hein, ce temps de Rémi Cavagna sur une portion qui lui convient bien. Ah, mais il est pas mal quand même, Thibaut Pinot. Avec un retard supérieur à la minute. Treizième temps. Oui, à 1 minute 03 pour Thibaut Pinot. Ah oui, c'est une performance correcte. Il est dans l'allure pour l'instant, oui. Enfin, voilà, cette première portion, à 51 km/h de moyenne, pour son gabarit de grimpeur, c'est pas la plus favorable. Ça montre bien en tout cas sa détermination aujourd'hui. Alors Thierry n'est plus avec Thibaut Pinot. Thierry a fait demi-tour. On le retrouvera bien sûr avec les cadors du général, ceux qui vont se battre pour les places sur le podium évidemment. Et la moyenne de Thibaut Pinot hein, sur les 14 premiers kilomètres, 48 km 350. Ça roule vite. Et Cavagna c'était 51. Marc Soler vient de s'élancer pour la formation Movistar, l'Espagnol. On rappelle le temps de Rémi Cavagna à l'arrivée. 57 minutes, 54 secondes. Alors à noter que pour l'instant, le meilleur temps de la montée finale appartient à Omar Fraile, l'Espagnol. Le coureur d'Astana qui a amélioré de 3 secondes le chrono de David de la Cruz. En 17 minutes et 37 secondes. Allez, le passage de Michał Kwiatkowski qui est parti juste après Thibaut Pinot. C'est un peu mieux pour Kwiatkowski. C'est un bon temps, effectivement, à près de 49 km/h de moyenne. Kwiatkowski, c'est un bon rouleur aussi. Et puis surtout, il finit le Tour de France, lui, avec peut-être plus de fraîcheur que d'autres, et notamment que Thibaut Pinot, parti juste devant lui. Vous parliez du temps de référence de la montée de la planche des belles filles. Il est de 15 minutes et 15 secondes. Le temps de référence, pour l'instant, le temps de référence est celui de Romain Bardet, qui n'est pas sur le tour. Hein, mais je parle là du temps de référence d'une montée. La montée de la planche des belles filles. Pas sur le contre-la-montre aujourd'hui, mais en général depuis. Donc c'est le King of the Mountain, c'est ça? C'est lui qui a le com, on va dire. Il a le com. L'arrivée de Simon Geschke. En un peu plus d'une heure, 1 heure et 33 secondes pour Simon Geschke qui prend la 8e place. Et Wout van Aert est parti, lui. Hein.
Wout van Aert, parti depuis 1 minute exactement, le Belge. Wout van Aert surmotivé, hein. Rodolphe Godin qui était à ses côtés là juste avant que le Belge ne s'élance nous confie que Van Aert est remonté comme un coucou. Attention à lui, on va surveiller bien sûr tous ces passages, ces pointages intermédiaires. On va retrouver Nicolas, nous, avec Quentin Paché à l'arrivée. Oui, avec Quentin, on essaye de faire les calculs pour connaître l'écart sur Rémi Cavagna. Bon, vous êtes, voilà, c'est pas votre spécialité, vous êtes un peu loin de Rémi. Vous, le principal, c'était de tout donner encore aujourd'hui pour finir ce Tour de France et pour être à l'image de ce que vous avez fait sur le Tour, c'est-à-dire assez brillant et toujours là. Ouais, bah, une étape comme ça aurait été le départ au pied. Arrivé au sommet, j'aurais peut-être eu plus de prétention. Mais là, tous les kilomètres sur le plat, moi je suis bien en plus 5 à Rémi Cavagna, ça c'est clair. Et puis c'est pas du tout mon exercice. Faut dire qu'il y a un petit peu de fatigue aussi, hein. C'est mon premier grand tour. Voilà, le chrono il arrive quasiment en dernière étape. Donc, mais ouais, super content de mon Tour de France, super content du Tour de France de l'équipe. Et puis voilà, c'est la dernière étape où on donne tout, donc on se pose pas vraiment de questions, hein. Avant ce Tour de France, Quentin, on va se dire les choses. Le grand public, je parle du grand public, ne vous connaissait pas. Il a appris à vous connaître parce que vous étiez omniprésent avec notamment Pierre Rolland à l'avant. Ça, je suppose que ça fait plaisir parce que c'est vrai qu'on vous a vu. Vous êtes une équipe invitée, mais vous avez été là, omniprésent, et je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. Ouais, bah, moi personnellement, et puis Pierre, il pourra dire la même chose. On a essayé de faire le vélo qu'on aime voir, le vélo qu'on aime pratiquer, c'est-à-dire des courses de mouvement, être à l'attaque, être offensif. Pour ça, il faut avoir les cannes pour le faire, parce que sur une course comme le Tour de France, il n'y a pas de secret, hein. Pour être offensif, il faut surtout être très fort, parce que sinon on subit la course plus qu'on peut la faire subir. Et ouais, moi j'ai toujours couru comme ça depuis que je suis petit, et c'est la façon dont j'aime faire du vélo. Et je suis content d'avoir pu le faire sur le Tour de France cette année. Ouais. Merci beaucoup. Allez, Wout van Aert, le champion de Belgique du contre-la-montre. Alors lui, des chronos, il en a gagné déjà dans sa carrière. On se souvient notamment sur le Dauphiné l'an dernier à Roanne, le jour où Chris Froome est tombé violemment en effectuant la reconnaissance du parcours. Et bien ce jour-là, c'est Van Aert qui avait gagné. Ouais, Van Aert, il sait tout faire. C'est juste un phénomène. Hein. Multiple champion du monde du cyclo-cross, pardon. Vainqueur de classique, enfin voilà, il brille sur la route, dans les contre-la-montre, en montagne maintenant sur ce tour. On ne sait pas jusqu'où peut aller ce garçon, de quoi il est vraiment capable, qui n'est pas capable de gagner un grand tour un jour. Et lui qui, on le rappelle, a terminé 3e de l'étape de La Roche-sur-Foron, 3e d'une étape à 4600 mètres de dénivelé quand même. Il est impressionnant. Impressionnant, Wout van Aert. Pierre Rolland vient de s'élancer. Bon, on va écouter Pierre Rolland justement parce qu'il était au micro de Rodolphe quelques secondes avant de quitter la rampe de lancement. Oui, avec Pierre Rolland qui nous a vraiment régalé, hein, durant tout ce Tour de France. Vous avez de la chance, Pierre, parce qu'on a croisé Wout van Aert, il va partir 2 coureurs avant vous. C'est plutôt une bonne nouvelle parce que sinon vous auriez pu le sentir à revenir vers vous ou pas? C'est peut-être lui qui doit se méfier que je revienne pas sur lui. Je plaisante bien évidemment, mais voilà, le chrono c'est un point de passage obligatoire pour aller à Paris quand on joue pas les premiers rôles comme moi. Et bon, on va essayer de le faire bien. Je pense je vais prendre un peu de plaisir dans la montée avec le public. Une dernière fois, demain, mais voilà. Ce sera surtout ça l'ordre du jour. C'est ce que j'allais vous dire. Vous allez prendre encore un énième bain de foule parce qu'avec ce Tour de France que vous avez réalisé, ben voilà, le public s'est rappelé au bon souvenir de Pierre Rolland, absent l'an dernier du Tour de France. Ouais, le public m'a régalé et je me suis vraiment senti très soutenu, très encouragé. Et voilà, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur, ça me pousse et ça donne envie de revenir. Et ça donne envie de briller de nouveau encore sur le Tour l'année prochaine évidemment. Nairo Quintana va quitter dans quelques instants la rampe de lancement. On va pouvoir faire ensemble un maximum de bruit, l'envelopper de tout notre amour. Vous avez devant vous Nairo Quintana. C'est parti pour Nairo Quintana qui était venu sur le Tour de France avec l'ambition peut-être de le gagner. Il était le meilleur grimpeur du monde au début de saison sur les courses du mois de février, du mois de mars, juste avant l'arrêt des compétitions en raison de la pandémie. Et puis maintenant, voilà, il n'a rien à gagner. Il évolue en marge du classement général. En tout cas, chapeau à un coureur comme Nairo Quintana, même blessé, qui ne veut pas quitter les routes du Tour. Wout van Aert. Ça va vite. Ça va très très vite, à plus de 60 km/h. Puis au niveau de la position, rien à dire. Il sait tout faire.
Et on voit que c'est un habitué, un spécialiste de l'effort solitaire. Ouais, c'est un très très beau coureur, magnifique styliste, très puissant, ce qui lui permet de gagner ses contre-la-montre, ce qui lui permet également de gagner des sprints de haute volée avec même les meilleurs sprinteurs du monde. Et c'est là qu'il est bluffant, c'est qu'il est capable ensuite, comme le faisait un garçon comme Indurain, avec son grand gabarit, de bien grimper les cols. Et Carapace très concentré. Évidemment, il joue gros aujourd'hui. Il a ce maillot blanc à poids rouge à défendre dans un contre-la-montre. C'est pas un cadeau. Il y a un chrono sur la montée sèche de la planche des belles filles, les 5 km 900, où il devra faire jeu égal. Et si possible être devant des garçons comme Roglic, comme Pogacar, les deux seuls qui sont en mesure de venir les détrôner, puisqu'au sommet et sur cette montée chronométrée, il y aura 10 points à celui qui passera en tête et surtout les 6 premiers marques des points. Donc Carapace qui doit se méfier évidemment et qui va devoir faire une montée canon. On nous annonçait de son côté un changement de vélo. Il faudra pour cela qu'il l'opère bien avant le début de la montée parce que sinon il va se mettre en handicap dans la partie où le chronomètre sera déjà en route en ce qui le concerne. Alors, nous sommes avec les 20 premiers là, du classement général, puisque Wout van Aert est 20e. On a vu le départ de Pierre Rolland, de Nairo Quintana, de Pello Bilbao à l'instant, le 16e du classement général. Gros plan ici sur, il a pris le ravito. L'artillerie lourde. Oui, il a pris le ravitaillement. Bon, il n'est pas parti pour faire un pique-nique, mais on ne sait jamais. Au pied de la montée, très certainement, pour le coup de fouet. Voilà, ces petits gels qui sont évidemment surtout très sucrés. Allez, Thibaut Pinot. Qui double George Bennett. Il reste concentré, Thibaut Pinot, bien posé sur sa machine. Encore une demi-heure de course, à peu près, un peu moins peut-être pour Thibaut Pinot. Sepp Kuss, l'Américain. 15e du classement général, Sepp Kuss, lui aussi a réalisé un très grand Tour de France aux côtés de Primož Roglic, son leader. Alors, il est tout jeune, il grimpe à merveille. Il n'a peut-être même pas vraiment encore conscience de l'étendue de son talent. Et donc oui, ça pourrait faire dans beaucoup d'équipes un leader de premier choix. Et pour l'instant, il est dans un rôle d'équipier au service de Roglic chez Jumbo-Visma. Wout van Aert est parti depuis un peu plus de 10 minutes. Il n'est pas encore au premier intermédiaire, bien sûr. On a le temps de marquer une petite pause et on retrouvera Wout van Aert au kilomètre 14, au premier pointage intermédiaire. A tout de suite. Nairo Quintana est parti depuis un peu moins de 10 minutes. C'est la dernière étape du Tour de... l'avant-dernière étape du Tour de France, pardon, entre Lure et la planche des belles filles. Un contre-la-montre de 36 km. Wout van Aert va bientôt se présenter au premier pointage intermédiaire alors que Bob Jungels, lui, passe la ligne d'arrivée. Et Bob Jungels qui passe avec un retard de plus de 3 minutes 30. Allez, Yann Polanc à l'arrivée. Yann Polanc qui va mettre un tout petit peu plus d'une heure pour boucler son parcours. C'est un vainqueur d'étape du Giro qui réalise un bon chrono. On rappelle que pour l'instant, son coéquipier David de la Cruz occupe toujours la deuxième place sur la ligne d'arrivée avec un retard de 41 secondes sur Rémi Cavagna. Allez, le départ de Guillaume Martin, le 12e du classement général. C'est aussi le meilleur français de ce Tour de France, Guillaume Martin. Alors qu'on surveille le passage de Wout van Aert. En tout cas, Marc Soler est passé au premier pointage intermédiaire à 1 minute de Rémi Cavagna. Et pour Guillaume Martin, il est à 56 secondes s'il veut prendre la 10e place. Mais face à Valverde, ça va être très compliqué. Allez, Tom Dumoulin pour la formation Lotto Jumbo. Tom Dumoulin qui
j'ai envie de dire en temps ordinaire, aurait été évidemment le grand favori peut-être de ce contre-la-montre, alors que Van Aert a du retard sur Rémi Cavagna. Et il en a beaucoup du retard. Ah, il a fait un sacré numéro, ce Rémi Cavagna, hein. Une nouvelle fois. Il peut aller se ravitailler parce qu'il est encore là-haut peut-être pour un petit moment. Hein. Ouais, 39 secondes de retard pour Wout van Aert sur Rémi Cavagna qui a fait une première partie de contre-la-montre exceptionnelle. Regardez, il est là Rémi, on l'aperçoit là. Et il nous entend en plus. C'est bien ce qu'il a fait, surtout que même si Van Aert, on peut imaginer qu'il grimpe un peu plus rapidement que Rémi Cavagna, on a quand même vu que Rémi, il s'est pas couché dans le final. Ah non, pas du tout, pas du tout. Et alors on surveillera bien sûr le temps de Van Aert au kilomètre 30, au pied de la montée de la planche de Belleville. Mais pour l'instant, effectivement, le Belge accuse un retard, oui, presque étonnant, 39 secondes. Oui, il est appliqué. Après, peut-être tout simplement pas aussi frais que Rémi Cavagna en fin de Tour de France. Il a beaucoup donné quand même, Van Aert. Hein. Alors, est-ce qu'il le fait vraiment à fond? Est-ce qu'il laisse les tripes là sur la route? Ça n'est pas certain. Ou alors, tout simplement, c'est normal. Voilà, c'est pas une machine non plus. Wout van Aert, il est tout simplement un peu émoussé. Damiano Caruso qui vient de partir. Alors Caruso, il a peut-être le top 10 en ligne de mire. Il a 19 secondes de retard sur Valverde, le 10e du général. Exactement. Et Guillaume Martin, 1,04. Voilà, deux garçons qui peuvent entrevoir la possibilité d'aller chercher un top 10. Mais qui devront compter également peut-être sur une contre-performance du vétéran Alejandro Valverde. Et Richard Carapaz vient de s'élancer avec pour lui bien sûr l'enjeu du maillot à pois. 2 points d'avance au classement du meilleur grimpeur sur Tadej Pogacar. Alors on le voit là pour l'instant, il est dans la gestion lui. Hein. Oui. Là il force pas son talent. Il est simplement en tour de chauffe là, jusqu'au pied de la montée. Par contre après il va monter comme si c'était une montée sèche. Dan Martin à l'arrivée, l'Irlandais. Un peu plus de 3 minutes de retard sur Rémi Cavagna. On va écouter un autre Martin, c'est Guillaume Martin, le coureur de la Cofidis. Guillaume Martin, bien sûr, qui s'est exprimé juste avant de prendre le départ de ce contre-la-montre. Guillaume, on sait que vous cherchez un top 10. Vous êtes à, si j'ai bien compté, 1 minute et 4 secondes de Alejandro Valverde qui occupe cette 10e place. Vous êtes 12e au général, premier français. Est-ce que ça peut le faire? Bon, en tout cas, je vais donner le maximum, c'est sûr. C'est pas mon exercice de prédilection. Et devant moi, il y a des coureurs qui sur le papier, me sont supérieurs. Mais on ne sait jamais, on est sur une fin de tour. Et en tout cas, voilà, ça coûte rien de tenter. J'ai pas l'habitude de courir en dedans, donc je vais me donner à fond et puis on verra ce que ça va donner. Guillaume, vous venez de le dire, c'est la dernière semaine du Tour, c'est la fraîcheur qui va compter, on est en fin de tour. Comment vous vous sentez justement à 24 heures de l'arrivée à Paris? Fatigué bien sûr, ce serait étonnant que ce soit le contraire, mais paradoxalement moins que les autres années. C'est peut-être dû à cette année assez particulière et puis heureusement parce qu'il y a encore des gros objectifs qui viennent. J'espère le mondial la semaine prochaine et puis Liège-Bastogne-Liège, la Vuelta en fin d'année. Donc voilà, je reste encore très motivé pour la fin de saison. Et puis Guillaume, il y a le public qui va vous pousser pour aller la chercher cette 10e place. Vous allez voir. Ouais, bien sûr. Pendant la reco, j'ai entendu pas mal de Allez Martin. Et mon nom aussi marqué sur la route, donc c'est super sympa et puis je remercie les gens pour le soutien qu'il y a eu tout au long des 3 semaines. Ouais. Et nous on vous remercie pour vous êtes tous les jours arrêtés à notre micro. Merci Guillaume et bonne route, bonne chance. Merci. Et vous avez vu cette image, hein, c'est Tony Martin qui vient mettre le dossard sur le dos de Roglic. Martin il sait bien comment il faut le positionner pour ne pas qu'il flotte au vent. Hein. C'est un spécialiste du contre-la-montre. Alors aujourd'hui, on le remarque, les combinaisons contre la montre sont pourvues d'une pochette où on glisse le dossard à l'intérieur. Voilà, c'est complètement aérodynamique, mais quand on est maillot jaune du Tour, eh bien, on prend la tenue fournie par l'organisation et qui n'en est pas donc muni. Et pour le coup, il faut positionner le dossard correctement. Roglic, il ne veut pas s'embêter avec ça. Il s'échauffe, il est concentré. Tiens, d'ailleurs, Roglic et Dumoulin sont venus reconnaître le parcours ce matin, comme bon nombre de coureurs, et on fait le choix de ne pas rentrer à l'hôtel qui était très loin, de prendre une chambre à mi-chemin pour privilégier un temps de repos supplémentaire. Alors on est très précautionneux, très méticuleux à l'approche de ce rendez-vous. Tom Dumoulin, sa dernière victoire, c'était précisément sur le Tour de France à l'occasion d'un contre-la-montre. C'était il y a 2 ans à Espelette.
Et c'était aussi la veille de l'arrivée sur les Champs-Élysées. Il avait remporté ce dernier chrono pour 1 seconde devant Christopher Froome. Tom Dumoulin, il avait terminé ce Tour de France à la 2e place d'ailleurs. Et Thomas Voeckler qui suit Wout van Aert. Bon, malheureusement, ça n'a pas l'air de marcher sur la moto pour Thomas Voeckler. Nous indique que le vent a tourné et que Rémi évoluait avec un vent plutôt favorable. Et là, le vent a vraiment tourné. Le changement de vélo, c'était prévu pour Thibaut Pinot. Donc on pied de l'ascension vers la planche des belles filles. Alors Thibaut Pinot qui est passé au 2e pointage intermédiaire. À 2,21. À 2 minutes, 21 secondes de Rémi Cavagna. Ouais, on a chronométré le changement de vélo, c'est environ 15 secondes. Hein. Pas tout à fait. Et ensuite, il faut reprendre son rythme. On coupe son élan, évidemment, on s'arrête. Mais voilà, c'est un calcul qu'il faut faire avec précision quand même. Hein, pour ceux qui jouent les premiers rôles au classement général ou même pour la victoire d'étape. C'est un pari risqué de changer de vélo. Il faudra bien en tenir compte également pour Carapaz, puisque son coéquipier nous avait indiqué tout à l'heure qu'il allait changer de vélo. Sivakov notamment nous l'avait indiqué. Et Carapaz devra effectuer ce changement avant que le chronomètre qui comptabilise le temps de la montée ne soit enclenché. Parce que là, il lâcherait directement des secondes précieuses. Qui a longtemps occupé la 3e place, Rigoberto Urán. Il était encore 3e dimanche matin avant d'affronter le Grand Colombier. Malheureusement, la dernière semaine a été compliquée pour le Colombien. Ouais, il peut aller disputer la 7e place. Yates, 10 secondes devant lui. Mais attention, parce qu'il a Tom Dumoulin qui n'est pas très 19. loin. C'est surtout lui, oui. 1,19, mais devant c'est trop loin. Masse un peu de répit quand même. Alors on fait confiance bien sûr à l'information précieuse que nous a livré Thomas Voeckler avec ce vent qui a changé de direction. C'est une excellente nouvelle pour tous ceux qui sont partis de bonne heure, et je pense là à tous ceux qui sont fatigués, ceux qui craignent pour les délais, puisque ça va ralentir les coureurs qui s'y lancent à présent. C'est une excellente nouvelle surtout pour Rémi Cavagna qui est parti avec des conditions favorables dans la première partie. Et pour le coup, qui peut espérer, voilà, si le vent et l'intensité du vent force encore, il peut espérer peut-être un meilleur résultat encore. Mais bien sûr, parce que le vent peut avoir une influence énorme sur le classement d'un contre-la-montre. Regardez, là c'est le passage de Thibaut Pinot qui fend la foule à 5 km du sommet. Septième du classement général, Adam Yates. Yates, il est 10 secondes devant Urán, donc, et qu'il devra évidemment se méfier. Et il a 1 minute 36 devant lui, Enric Mas. C'est parti pour Adam Yates. Porteur du maillot jaune en première semaine de course. Un maillot jaune qu'il avait perdu en fait le 2e dimanche de ce Tour de France lors de l'étape de Larens. Mais il fait un beau Tour de France. Emmanuel Bourman, l'Allemand à l'arrivée, 4e du Tour l'an dernier, beaucoup plus loin cette année, mais on connaît les circonstances pour Emmanuel Bourman qui est tombé sur le critérium du Dauphiné et qui est arrivé assez amoindri au départ du Tour de France à Nice. Il reste 6 coureurs sur la rampe de lancement. Allure, avec dans l'ordre Enric Mas, Mikel Landa, Richie Porte, Miguel Ángel Lopez, Tadej Pogacar et bien sûr Primož Roglič. Allez, Thibaut Pinot est à moins de 5 km de l'arrivée. L'arrivée, on va retrouver justement Nicolas Gey qui est avec un coéquipier de Thibaut Pinot, c'est Rudy Mollard. Oui, avec Rudy qui a la gentillesse de s'arrêter. Rudy, c'est un chrono particulier et on a beau le faire pas forcément à 100%, c'est extrêmement exigeant. Ouais, exactement. C'est vrai que la montée finale, elle fait mal et même le premier faux plat montant là, c'est interminable. Donc ouais, dans tous les cas, faut se faire mal. Ouais.
Une pensée pour Thibaut là, qui est dedans, qui doit souffrir, mais qui doit avoir aussi des frissons avec tout le public. Ouais, il doit se faire plaisir. On retrouve un vrai public du Tour aujourd'hui. Ça nous avait manqué pendant les 3 semaines où ça manquait un peu de chaleur. Et là, il y a vraiment du monde à la planche. Donc c'est une belle journée, même si on n'a rien à gagner aujourd'hui. Voilà, on finit le Tour en prenant du plaisir. Merci beaucoup, Rodi. Et confirmation de l'info que nous a donné Thomas Voeckler il y a quelques instants. Effectivement, Thomas qui suit Wout van Aert sur la moto-saut. On a quelques petits problèmes de liaison. On va essayer de rétablir tout ça très vite. Thomas nous dit Wout van Aert roule moins vite que Rémi à cause du vent. C'est flagrant. On va attendre le deuxième pointage intermédiaire. Et voilà, ça fait partie des péripéties et presque des choses que l'on vit très régulièrement dans les contre-la-montre, puisque les départs sont étalés sur près de 4 heures. Hein, donc forcément, les conditions météo évoluent. Ah oui, alors entre les premiers et les derniers. Des exemples, il y en a. Hein. On se souvient notamment de Simon Yates qui avait remporté un contre-la-montre sur Paris-Nice en partant dans les premiers. On se souvient surtout sur le Tour de France d'un prologue à Saint-Brieuc remporté par Jackie Durand. Qui était parti dans les premiers avant qu'il ne fasse mauvais. En 95. Et que les derniers soient sur une route complètement détrempée et devenue très dangereuse. Allez, Lennart Kemna qui va en terminer. Est-ce qu'il va faire moins d'une heure, Lennart Kemna? Et juste derrière Lennart Kemna, on retrouvera Julien Alaphilippe. Allez, Lennart Kemna à l'arrivée. 4, 3, 2, 1. Non, ce sera en plus d'une heure pour Lennart Kemna, mais un bon temps à l'arrivée néanmoins pour le coureur allemand. Septième à l'arrivée, Lennart Kemna. Le voici, Julien Alaphilippe. Sous le regard de Rémi. Alors évidemment, la performance de Julien Alaphilippe sera anecdotique, son classement évidemment, mais on rappelle ses objectifs aussi, hein. Le championnat du monde à Imola, les classiques ardennaises, le Tour des Flandres. Et le but affiché était de ne pas sortir de ce Tour de France trop épuisé, contrairement à l'an dernier. On voit bien, il est concentré, mais pas à bloc non plus. Alors qu'on a vu derrière son masque, on a senti le sourire de Rémi Cavagna, non pas en voyant Julien Alaphilippe, mais en comprenant que les conditions météo qui changent peuvent lui permettre d'espérer peut-être jouer la gagne aujourd'hui. Hein, attention, ah oui, il était bien inspiré de le faire à fond et c'est vrai que ça peut avoir une grosse incidence. On attend. Puisque pour l'instant, il a toujours l'avantage. On attend encore une fois Wout van Aert au kilomètre 30, au pied de la planche des belles filles. On va patienter encore quelques minutes. Et avec une information donc, qui nous parvient, et que je connaissais déjà, le jury du prix de la combativité, du prix Antares de la combativité, a désigné le coureur, le super combatif du Tour de France. Allez-y. Et c'est Marc Hirschi. Marc Hirschi, super à l'unanimité, voilà, le public également. Oui, c'est mérité. Enfin, oui, c'est mérité de toute façon. Toujours mérité. On ne se pose même pas la question. On va retrouver Nicolas qui est avec Rémi Cavagna toujours et Julien Alaphilippe. Ben oui, on va les laisser discuter. Voilà, 5, 4, 3, 4. Si tu gagnes ça. Julien, pour l'instant, il a réalisé un temps canon. Il attend. Personne pour l'instant ne l'a battu. Même Wout van Aert sur le premier inter, on va être prudent. Vous n'êtes pas surpris par la performance qu'il a réalisée? Non, ça fait un moment qu'on est conscient de son potentiel. Voilà, il a démontré là, ces dernières semaines. Tout le monde était super content pour lui quand il a remporté le titre national. Et voilà, finalement, il est arrivé sur le Tour dans des circonstances un peu particulières avec l'abandon au dernier moment de Zdeněk Štýbar. Mais d'un côté, c'était aussi une belle récompense pour Rémi. Avec en plus un passage à Clermont où on a fait une belle échappe ensemble. Donc voilà, on savait qu'il allait se faire plaisir sur ce chrono avec sa belle combi bleu-blanc-rouge. Voilà, il a fait une grosse performance, j'espère vraiment pour lui que ça va tenir encore. Vous pensez que ça peut tenir avec le passage de Primož Roglič, de Tom Dumoulin,
il y a des spécialistes forcément, là, des gros clients qui vont arriver, mais Rémi fait partie de ces gros clients-là maintenant. Donc voilà, on croise les doigts et j'espère que ça va aller. Rapidement, vous l'avez pas fait, vous l'avez fait à bloc ou vous en avez gardé un petit peu pour les mondiaux? J'ai fait le maximum, hein, mais c'était pas évident, quoi. Rémi, vous avez quelque chose à dire? C'est que ça change. Non, je sais, je suis content d'avoir participé au tour avec Julien. C'est vraiment un plaisir. Voilà, l'année dernière, j'étais sur mon canapé, je le regardais avec le maillot jaune, et là, c'est un rêve qui devient réalité, et je suis content d'être avec lui. Bon, merci beaucoup, messieurs, pour ce moment. Merci, Julien, d'être venu. Et puis, on va attendre encore avec Rémi, Alexandre, parce que comme vous l'avez dit avec Laurent et Marion, ça tient, et il a peut-être réalisé le gros coup de la journée. Et le vent a tourné, le vent est beaucoup plus défavorable qu'en début de contre-la-montre, et ça, c'est la donnée très importante. On va retrouver Wout van Aert dans quelques instants au deuxième intermédiaire, au pied de l'ascension de la planche de Belleville, pour voir quel est le débours du Belge à cet instant de la course. Alors que là, c'est Miguel André Lopez qui vient de s'élancer. Il en reste deux, les deux Slovènes, Tadej Pogačar et Primož Roglič. Et Lopez qui vient de partir, un coup à faire, hein. Il y a peut-être une place sur le podium à aller chercher, un peu meilleur encore, hein. Il est pour l'instant 3e, mais à 30 secondes à peine de Pogačar. Des positions qui restent quand même assez fragiles. Avec Guillaume Martin maintenant. Qui est passé avec 1 minute 39 de retard au premier intermédiaire. Guillaume Martin, lui, parti pour essayer de rentrer dans le top 10. Est-ce que la marche est trop haute? On va voir. En tout cas, il faudra qu'il reprenne plus d'1 minute et 4 secondes. Alejandro Valverde. Et plus de 45 secondes à Damiano Caruso. Évidemment, quand on revient sur Rémi Cavagna, et on peut craindre pour lui dans la partie finale, hein, celle où ces garçons, les grimpeurs, les hommes du classement général peuvent se révéler peut-être dangereux et le menacer pour la victoire d'étape. Mais toute la partie initiale, il est bien supérieur à ces garçons-là, avec un vent favorable. Il se présente au pied, très certainement avec une avance confortable. Alors nous verrons après si sa montée finale aura été suffisamment tonique pour pouvoir lui permettre de remporter l'étape. Tadej Pogačar qui vient de s'élancer, le Slovène. Thierry est juste derrière, et juste un petit chiffre, hein. Thibaut Pinot, sur les 3 premiers kilomètres d'ascension de la planche des Belleville, Thibaut Pinot a repris 1 seconde à Rémi Cavagna. Il est là justement, Thibaut Pinot. Tadej Pogačar vient de s'élancer. Et on attend maintenant le dernier, évidemment, à quitter la rampe de lancement. C'est Primož Roglič, le maillot jaune. Pogačar qui est bon, hein, dans cet exercice. Oui, il a battu, on le rappelle, hein, Primož Roglič lors du championnat de Slovénie au mois de juin du contre-la-montre sur une distance plus courte. Hein. Ouais, moi, il m'avait impressionné, surtout c'était en 2019. Hein, il avait terminé 5e du chrono en Algarve, c'était tout plat. Et il avait su bien tenir le forcing, en tout cas sur des garçons comme Kuhn, sur un parcours tout plat. Donc aujourd'hui, évidemment, c'est beaucoup mieux pour lui. On rappelle le débours, hein, de Pogačar, 57 secondes sur Primož Roglič au classement général. Allez, Thierry est avec Tadej Pogačar. Et Tadej Pogačar dans cette première partie, la virage à droite montante, hein, donc je répète que pour une mise en jambe, c'est pas forcément très simple. Alors c'est un duel. Primož Roglič est arrivé bien avant Tadej Pogačar, qui lui est arrivé le dernier, s'est assis sur une chaise et a attendu que voilà, son vélo soit mesuré, pesé. Qu'ensuite, eh bien, on l'appelle entre guillemets pour aller sur la rampe de lancement, alors que Primož Roglič lui a choisi assez tôt avant son compatriote et adversaire du jour, et depuis, eh bien, il fait du rouleau, il fait tourner les jambes. C'est voilà la différence avant le départ de ce contre-la-montre, avec un Tadej Pogačar bien qui sur cette partie maintenant roulante est dans un exercice qu'il affectionne quand même, hein. Et surtout bien c'est quelqu'un qui emploie du gros braquet. Il aura certainement l'occasion de changer de vélo au bas de la côte, on verra ça. J'espère avec Thomas Voeckler qu'on aimerait bien retrouver au niveau du son, qui nous entend mais qui ne peut pas parler pour l'instant. Et ça c'est quand même un événement. Et donc le vélo de Tadej Pogačar est bien sûr à droite, hein, côté mécanicien. Il a un vélo de contre-la-montre au cas où. Il en a même 3 de vélos, hein, un vélo de contre-la-montre de rechange et puis le vélo traditionnel avec sa plaque de 4, celui qu'il a utilisé pendant 3.
C'est déjà dans un bon rythme, beau coureur, très beau coureur sur son vélo. Primoz Roglic a quitté la rampe de lancement il y a quelques instants, donc tous les coureurs se sont élancés alors que Thibaut Pinot en termine avec ce contre-la-montre. Il aura fait un beau chrono, hein, Thibaut. Et à noter quand même qu'il y a une place dans les 10 premiers et Caruso est passé avec 40 secondes de retard sur Rémi Cavagna, alors que Valverde est passé avec plus d'une minute. Et attention, Tom Dumoulin est passé au premier intermédiaire à 12 secondes de Rémi Cavagna. 12 secondes. Il roule très vite Tom Dumoulin. Attention effectivement au néerlandais Thibaut Pinot dans l'ascension finale, dans cette dernière rampe. Ah, l'ambiance, c'est énorme. Il a fait le chrono à bloc, Pinot, et c'est bien, il réalise une belle performance. Thibaut Pinot à l'arrivée. Il aura repris 10 secondes finalement sur Rémi Cavagna sur l'ensemble de la montée de la planche des belles filles. Quelle ambiance à l'arrivée pour Thibaut Pinot qui gardera évidemment un très beau souvenir de cette journée. Et puis sa performance reste tout à fait acceptable compte tenu de son état et de son potentiel physique du moment. Allez, on va laisser Thibaut récupérer. Et puis bien sûr, on le retrouvera au micro de Nicolas dans quelques instants. Le match pour le maillot jaune, Primoz Roglic, Tadej Pogačar. Mais y a-t-il un match ? Et Wout van Aert est passé au deuxième point intermédiaire à 33 secondes de Rémi Cavagna. Il a repris du temps, Wout van Aert à Rémi Cavagna. Effectivement, Marion. On a pris du relief entre les deux points intermédiaires. On n'était plus sur une portion plane. Il y avait déjà un petit peu de bosse. Il a refait une partie de son retard. Tout va se jouer évidemment dans la montée finale. Il a repris 6 secondes à Rémi Cavagna exactement, Wout van Aert. Wout van Aert qui est maintenant dans l'ascension de la planche des belles filles. Et du côté de l'équipe Jumbo-Visma, en tout cas pour Wout van Aert, on a misé sur un changement de vélo. Info Thomas Vauclair en direct live. Derrière le bonhomme, derrière le champion de Belgique. Alors Thomas pour l'instant ne peut pas s'exprimer, on vous le rappelle, mais Thomas parvient à communiquer tout de même et à nous donner de précieuses informations. Je ne sais pas s'il nous entend Thomas, en tout cas il ne peut pas nous parler, ça c'est sûr. Et on le remercie pour les infos, c'est toujours précieux. Oui. Ah oui, merci beaucoup Thomas. Rigoberto Urán au premier intermédiaire, une 0,8 de concédé pour le Colombien. Urán ça va pas bien. Une 0,8, il va en tout cas voir revenir sur ses talons. Tom Dumoulin a accusé un retard d'1 minute 19 avant le départ de cette étape. Dumoulin va passer devant Rigoberto Urán. Et on rappelle que Dumoulin, Marion l'a précisé, mais on le rappelle, est passé à 12 secondes seulement de Rémi Cavagna au premier intermédiaire. Ça va bien pour Dumoulin. Et il a fait un beau chrono, Martinez. Il a fait un beau chrono. Il a repris sur la première moitié de la montée, il avait déjà repris 25 secondes à Rémi Cavagna. Alors qu'il accusait un retard de 1 minute 54 secondes. Ouais, le rythme est excellent, on voit la cadence de pédalage dans la partie à 20% pour Daniel Martinez. Et il aura repris avec 45 secondes à Rémi Cavagna sur l'ensemble de la montée. Il a fait une belle montée Cavagna quand même. Et il ne s'est pas écrasé. À aucun moment, il est parti très très fort. Et pourtant sur une partie qui l'avantageait pas tellement, avec des forts pourcentages, eh bien, il n'a pas faibli. Ça annonce un grand Rémi Cavagna au championnat du monde. Oui. Et 3e temps pour Martinez sur la ligne d'arrivée. Le vainqueur du Puy-Marie, bien sûr, sur ce Tour de France. On rappelle le classement sur la ligne d'arrivée. Rémi Cavagna toujours en tête devant David de la Cruz. Daniel Martinez occupe la 3e place. Søren Kragh Andersen est 4e. Primoz Roglic sur la route entre Lure et Melizet. Le maillot jaune qui s'était lancé il y a un peu moins de 10 minutes. Alors est-ce qu'on a un écart avec Tadej Pogačar, un écart virtuel? Pour l'instant non. Le voici Tadej Pogačar, le Slovène qui est parti 2 minutes avant Primoz Roglic. Et on vous rappelle que ça tient toujours pour Rémi Cavagna qui a toujours le meilleur temps tout là-haut à 1035 mètres d'altitude à la planche des belles filles. Avec Richie Porte, on ne l'a pas vu partir Richie Porte, mais on rappelle qu'il est en lice pour le podium. Il a
Un peu plus d'une minute à remonter. 1 minute 39 secondes de retard sur Lopez. Ah, c'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup et cette minute 39, il doit la boucher sur le plat, sur les 30 premiers kilomètres. Ouais, surtout que Lopez, il n'est pas mauvais en chrono non plus. Hein. 4e du chrono du Giro l'année dernière. Il avait concédé seulement 28 secondes à Roglic. Hein. On retrouve Mikel Landa à l'intermédiaire. Mikel Landa. Ils sont à peu près tous dans les mêmes temps là. Landa, Mas, Uran, Yates, ça se joue à la seconde. Landa est un peu plus loin. Il n'est pas encore passé au point intermédiaire. Mas, Yates sont passés en 18 minutes et 08 secondes. Uran c'était 18, 06, 05 même. Et du retard pour Mikel Landa. 20 secondes de retard. 5e du général, Mikel Landa. Il n'avait que 22 secondes de retard sur le 4e, Richie Porte. Mais le Basque aura bien du mal à gagner une place au général aujourd'hui. Pour l'instant, Rémi Cavagna est toujours en tête. Tous les pointages intermédiaires, mais on rappelle que le vent a forcé. Il est un peu plus défavorable qu'en début de course. Et Valverde, c'est pour l'instant celui qui a perdu le plus de temps. 1,59 déjà au premier intermédiaire. Guillaume Martin a perdu 1,39. Pour l'instant, Guillaume Martin fait un meilleur chrono que Valverde. Le problème pour eux, c'est que également Caruso. Il a perdu seulement 40 secondes sur Rémi Cavagna. Cavagna il est parti à 13h43 minutes et 30 secondes. Donc il y a plus de 3h30. Et les conditions météo, évidemment, ont évolué entre-temps, avec ce vent notamment qui a changé de direction dans cette vallée. Allez, le passage de Richie Porte au kilomètre 14. 11e temps pour Richie Porte. C'est pas mal pour Richie Porte. 17,45, c'est bien. Ouais, tu se mets à l'abri d'un retour de Mikel Landa, ça c'est sûr, mais c'est plutôt devant que ça va se passer avec la performance de Miguel André Lopez. On retrouve Wout van Aert. Qui a changé de vélo, comme nous l'a indiqué Thomas. Et qui va passer dans quelques instants. Wout van Aert au pointage au kilomètre 33. Ouais, et apparemment, le chrono instantané nous indique qu'il fait jeu égal pratiquement avec Rémi Cavagna. Alors Cavagna est passé en 50-36 à ce pointage intermédiaire. Et Wout van Aert, au pied de cette dernière difficulté, était passé avec 33 secondes de retard. Et il monte très vite. Il monte très vite, Wout van Aert. Il était là, le pointage intermédiaire. Il est passé à 50-30. 6 secondes d'avance pour Van Aert désormais sur Rémi Cavagna. 6 secondes d'avance pour le Belge qui effectue un début d'ascension incroyable. Oui, qui a changé de vélo au pied, qui a pris son vélo traditionnel, son vélo de montagne même. Il a repris 40 secondes à Rémi Cavagna là, sur ces 3 premiers kilomètres d'ascension. Quand on voit le tempo qu'il est capable de mettre dans l'école, il reste que 10 bonhommes derrière et encore, en étant large. On est peu surpris. Oui, c'est normal. C'est normal. Allez, Primoz Roglic par rapport à Tadej Pogačar, on nous indique 13 secondes de débours pour Primoz Roglic. Attention, attention. Attention parce que Pogačar, c'est un phénomène aussi. C'est un phénomène et ça rappelle, le voici Pogačar, qui amène un énorme développement. Et oui, Pogačar a déjà repris 13 secondes à Primoz Roglic. On va retrouver Thierry derrière le jeune prodige slovène. Impressionnant. Vraiment très impressionnant. Quand on est tout seul comme ça, on s'en rend encore plus compte. Il rentre à Bellonchamp, un petit peu gêné comme a dû l'être Primoz Roglic. Ceux qui sont un peu moins puissants doivent être un tout petit peu gênés avec le vent qui vient de 3 quarts face, légèrement de 3 quarts face, et qui est un petit peu plus fort qu'en début de contre-la-montre. Ça gêne peut-être ceux qui sont un tout petit peu moins puissants, mais Pogačar, il n'est pas impressionnant physiquement quand vous le regardez comme ça. C'est pas une bête c'est pas un Fabien Cancellara par exemple, mais il n'y a rien qui bouge. Et il emmène du gros développement et ça prouve qu'on n'a pas besoin d'être une bête à rouler. Et il est très concentré sur ce qu'il fait, très appliqué. Un coureur qui est très adroit, qui trouve les bons placements, là, comme sur ce virage enchaîné. Et il est bien dans son truc. Il a certainement l'insouciance de son âge. Et puis aussi, pourquoi pas, l'espoir de remporter son premier Tour de France. Parce que lui, il y croit plus que n'importe qui. Et pour l'instant, il fait un début vraiment presque parfait
pour ne pas dire parfait si la perfection existait. Et Lopez, que l'on a vu passer au premier point intermédiaire, c'est pas bien parti pour lui. 18 minutes et 26 secondes, il a déjà perdu 45 secondes sur Richie Porte. Richie Porte qui accusait un retard d'1 minute et 39 au départ de ce contre-la-montre pour la 3e place sur le podium, et bien est en train d'avoir fait, enfin en tout cas il a fait une partie de son retard. Oui, après 14 km seulement. Oui. Attention, Miguel Ángel Lopez est en danger. Primož Roglič, lui aussi est en danger parce que Tadej Pogačar roule plus vite pour l'instant que Primož Roglič. Le passage de Pogačar au kilomètre 14. Le 3e temps intermédiaire à 16 secondes de Rémi Cavagna. Ouais, il est dans les mêmes temps que Tom Dumoulin. Oui, attention Pogačar. Tiens d'ailleurs Laurent, une stat, à chaque fois que le Tour est arrivé à la planche des belles filles, il y a eu changement de leader. Le maillot jaune a changé d'épaule. Intéressant. Oui, mais ça, il ne faut surtout pas oublier non plus que dans le dernier contre-la-montre, on a parfois tendance à penser que celui qui porte le jaune, eh bien, il est tiré d'affaire. Il a tenu la baraque pendant les 3 semaines et pour le coup, la voie est toute tracée jusqu'à Paris. Eh bien non. Le regretté Laurent Fignon s'en souviendrait, et lui il a quand même perdu le Tour pour 8 secondes. Il avait 50 secondes d'avance au départ du dernier contre-la-montre sur 24 km 500 en 1989. Et bien Greg LeMond l'a battu à Paris sur les Champs-Élysées en remportant le chrono avec 58 secondes d'avance. C'est possible d'aller chercher ce maillot jaune pour Pogačar. Et si Roglič finalement se mettait à trembler maintenant. Wout van Aert, lui, va sans doute signer le meilleur temps. Nicolas, vous êtes avec Rémi? Oui, avec Rémi qui commence un petit peu à trouver le temps long. Rémi, Van Aert est passé devant, la 6 secondes d'avance, ça se complique. Ouais, bon, bah, c'est pas une surprise. Il était favori, je pense. Moi, j'ai fait une bonne performance. Après, il m'en manquait un petit peu. J'ai fait un chrono constant. Moi, je suis assez content de ma performance. Après, voilà, il va me battre. C'est comme ça. Mais c'est bon signe avant les mondiaux vendredi. C'est pas fait, vous êtes inquiet là quand même. Comment? Vous êtes inquiet là? Ouais, un petit peu. Mais bon, c'est comme ça. C'est la vie. Et l'écart qui augmente, Alexandre. Oui, 18 secondes maintenant d'avance pour Wout van Aert qui va prendre la tête dans quelques instants à l'arrivée ici à la planche des belles filles. La flamme rouge dans quelques instants pour Wout van Aert qui réalise une ascension incroyable. Ouais, incroyable, non, normal, à la mesure de ce qu'il a fait depuis le départ de ce tour. Et on sent la déception déjà dans la voix de Rémi Cavagna, c'est normal, au fil des heures, et des minutes. Et attention parce que le maillot jaune de Primož Roglič est en danger. Le maillot jaune de Primož Roglič est en danger. Pogačar avait 16 secondes de retard à l'intermédiaire. Et bien Roglič a 13 secondes de retard sur Pogačar. On le rappelle, il avait 57 secondes d'avance sur Pogačar ce matin. Il en reste 44. Bon, ça fait un petit matelas quand même. Ouais, mais la tendance n'est pas favorable. En général, dans un contre-la-montre, on perd du terrain régulièrement. On a rarement vu un coureur partir avec 15 secondes de retard et finir avec 15 d'avance. Et là, on a fait 14 km seulement pour Primož Roglič. Et il y a le long faux plat avant la descente vers Plancher-les-Mines. On va voir si Tadej Pogačar est capable de confirmer cet ascendant pris sur Primož Roglič. Et puis c'est vrai Laurent, on en parle depuis plusieurs jours, mais il nous revient aussi en mémoire le chrono d'Espelette. C'était il y a 2 ans. C'était déjà l'avant-dernière étape du Tour. Roglič était sorti du podium ce jour-là, alors qu'il avait gagné la veille à la Reims. C'est vrai, on était convaincu qu'il allait conserver sa 3e place sur le podium, et il avait finalement calé sur ce chrono qui lui convenait. Alors ici, oui, ça fait 1 seconde 6 au kilomètre. Ça peut sembler beaucoup, mais quand on pointe, c'est pas grand-chose. Allez, Wout van Aert à l'arrivée. Il reste une 10 pour en terminer, passer devant Rémi Cavagna. Pour une 3e victoire d'étape, Wout van Aert sur ce Tour de France. Peut-être pour une 3e victoire d'étape. Incroyable. Quel coureur Wout van Aert. Est-ce qu'il va se mettre dans la tête qu'il peut gagner le Tour de France? Est-ce que ça va devenir un objectif pour lui? En tout cas, il en a le potentiel maintenant. On en est certain. Wout van Aert à l'arrivée. Qui a repris beaucoup de temps à Rémi Cavagna dans l'ascension finale. Il a repris 1 minute. 1 minute exactement, un peu plus même, un peu plus d'1 minute de reprise donc par Wout van Aert qui prend la tête ici à la planche des belles filles avec 28 secondes d'avance sur Rémi Cavagna. Changement de leader ici à l'arrivée.
et Van Aert avec le meilleur temps hein, sur la montée en 16 secondes et 16 minutes et 51 secondes. Le meilleur temps était pour l'instant maintenu par Martinez en 17 minutes et 19 secondes. Oui, je dis attention parce que effectivement, c'est pas du tout sûr qu'il puisse remporter l'étape. Et Tom Dumoulin était plus rapide que lui sur le premier partiel. Et oui. Allez, comme Pogacar et Roglic d'ailleurs. Un dernier mot avec Rémi Cavagna. Ça y est, finalement, Wout van Aert qui prend le meilleur temps. Vous attendiez à ça? Oui, je m'y attendais. J'ai fait vraiment un bon début et puis le final m'avantageait pas, quoi. C'était 6 km, c'était de la montagne, donc j'ai perdu du temps. J'ai perdu plus d'une minute, je pense, sur le final, donc c'est énorme. Il a fini en vélo de route et j'étais en vélo de contre-la-montre. C'est une grande différence à la fin. Je pense qu'il a vite changé de vélo aussi. C'est un cyclocrossman. Je pense qu'il a été efficace et je suis pas si loin que ça, donc c'est quand même satisfaisant ma performance. C'est clair, ça n'enlève rien bien sûr à votre performance. Merci beaucoup Rémi, on a passé une bonne journée ensemble et on vous retrouve pour les championnats du monde la semaine prochaine. Merci Rémi. Au revoir, salut. Merci Nicolas. À vendredi Rémi, à Imola bien sûr pour le mondial du contre-la-montre. Et Caruso est passé au deuxième intermédiaire à 31 secondes de Rémi Cavagna. Allez, on va retrouver Thierry avec un écart peut-être entre Roglic et Pogacar. Oui, sous la banderole, j'allais dire, c'est plus des banderoles, hein, c'est sous le portique maintenant, indiquant 20 km de l'arrivée et on est sur une partie moins vantée, sur une partie déjà montante et Primož Roglic a repris 3 secondes. Il avait 13 secondes de retard au premier point intermédiaire. Eh bien, sous le portique des 20 km, il n'avait plus que 10 secondes d'écart avec son compatriote. Alors peut-être qu'il a fait le choix aussi de partir un tout petit peu moins vite que son compatriote. Il y avait aussi, je vous l'ai dit, le vent qui était quand même présent sur cette première partie très plate et parfois qui n'était pas à l'abri, alors que là, le vent se fait moins sentir, il est quand même protégé à droite notamment avec les arbres et puis on est dans une partie montante qu'il affectionne hein, sur les contre-la-montre plats. Il nous le disait puisqu'il était notre invité au Chrono des Nations en octobre dernier en guest star. Il avait été battu notamment par Van Emden et Ganna et sur 45 km il disait que c'est trop plat pour moi et là ça va correspondre un petit peu mieux maintenant à ses capacités. À la Pogacar qui a doublé Miguel Angel Lopez. Il voltige là Pogacar. Il a repris 2 minutes à Lopez, Tadej Pogacar. Impressionnant. Impressionnant, le coup de pédale. Il bouge pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de fréquence, mais il y a beaucoup de force. Et ça avance droit. Et Richard Carapaz qui entame sa montée. Le maillot de Roglic c'est filoche. Hein. Et on n'oublie pas Carapaz, c'est bien Marion, c'est vrai, il entame sa montée, il est parti lui pour essayer de sauver son maillot blanc à Port-Rouge. 2 meilleurs grimpeurs, il va devoir réaliser un super chrono parce que Pogacar, il est lancé, là, il est sur des rails. Et c'est vraiment la menace pour Richard Carapaz, hein, puisqu'entre les deux garçons, au classement de la montagne, il n'y a que 2 points. Et au sommet de la planche des Bellefilles, 10 points à celui qui aura le meilleur temps sur la montée. Et les 6 premiers marqueront des points. Donc un classement qui est loin d'être joué pour Carapaz. Allez, Tom Dumoulin, où en est-il par rapport à Wout van Aert? Ça va très vite. Oh là là. 50 secondes d'avance sur Van Aert. Festival des Jumbo-Visma une nouvelle fois. On s'y attendait hein, dans ce contre-la-montre, c'est pas une surprise. La question c'est est-ce qu'il va changer de vélo? Il jette sa visière déjà. Ça c'est plus la peine. Tom Dumoulin qui a le meilleur temps au pied de la montée. 18 secondes d'avance sur Rémi Cavagna, 49 secondes d'avance sur Damiano Caruso qui vient de signer le 3e temps. Et 51 sur Van Aert. Ouais, il est bien parti Tom Dumoulin quand même. Ouais. Et Tom Dumoulin qui avait remporté le contre-la-montre dont on parlait tout à l'heure à Espelette. Et 1 seconde devant Christopher Froome. Et donc il fera la montée visiblement avec son vélo de chrono. Il avait gagné également un chrono en Ardèche sur le Tour de France 2016, Tom Dumoulin. Il est parti, le Néerlandais. 51 secondes d'avance sur Wout van Aert, c'est beaucoup au pied de la montée. Oui. Oui, le temps il se perd de façon linéaire. On est dans l'allure, quand on est parti pour faire un chrono, on est dans l'allure de suite. Si on est à contre-temps, en général, ça va pas en s'arrangeant. Et c'est pour cette raison que je suis un petit peu inquiet pour Roglic par rapport à Pogacar. Et au premier intermédiaire, alors que Tom Dumoulin avait 12 secondes de retard sur Rémi Cavagna, il en possède maintenant 18 d'avance. Il a repris 30 secondes donc entre les deux impairs. Allez, rapidement, on va écouter Thibaut Pinot qui nous parle de son émotion à l'arrivée de cette étape.
Alors au classement général virtuel, Primoz Roglic qui a encore 39 secondes d'avance sur Tadej Pogačar. Ça veut dire qu'il a déjà perdu 18 secondes. 18 secondes de perdu pour Primoz Roglic sur Tadej Pogačar. Oui, ça va pas mal pour Roglic. Hein. Il est quand même bien dans l'allure, simplement. Il roule moins vite. Il roule un poil moins vite que... Il perd 1 seconde au kilomètre. Allez, on écoute Thibaut Pinot. Ouais, il y avait beaucoup de monde, beaucoup de monde. Je m'attendais pas à tout ce monde. C'est vrai, quand t'as le public qui s'écarte dans le Lisée, on a plus de 50 km/h, c'est vrai que ça fait peur, mais c'était tellement bon que voilà, c'est des émotions que je ne sais pas si je vais revivre dans ma carrière, mais en tout cas, elles sont dans la tête. Tom Dumoulin pour la victoire d'étape. Le duel Pogačar-Roglic pour le maillot jaune pour le classement général. Pour l'instant, Pogačar réalise quelque chose d'énorme, on peut le dire, parce qu'il a déjà repris près de 20 secondes à Primoz Roglic. Et il reste la montée vers la planche des Belles Filles, encore une fois, c'est 6 km d'ascension. Et après on verra s'il a bien géré son affaire. C'est une gestion de l'effort aussi. Hein. Il est parti en tout cas sur des bases très élevées. C'est le risque qu'il faut prendre. Il avait la possibilité de faire douter son adversaire. S'il prend un départ prudent et qu'il est en retard au premier intermédiaire, eh bien ça ne marche pas. Donc partir vite, c'était de toute façon inévitable pour Pogačar. Et essayer de mettre le doute chez Roglic. On verra si Roglic a des nerfs solides et les jambes aussi pour tenir la barre jusqu'au bout. Et Valverde, confirmation, mais il va perdre son top 10. Hein. Il est passé avec plus de 4 minutes de retard. Oh oui, Caruso, lui, réalise en revanche une performance de très haut vol, hein, Caruso. Alors là, on nous annonce Roglic... 30 secondes pratiquement. 30 secondes, mais derrière Pogačar. Oui. Non, mais sur le chrono. Bien sûr. Sur le chrono. Oui, sur le chrono. 30 secondes. Là, ça devient très inquiétant là, pour Primoz Roglic. Qui pourtant nous fait une impression qui n'est pas catastrophique, loin de là. Tom Dumoulin qui n'a pas changé de vélo, on le rappelle, hein, au pied de la planche des Belles Filles. Ce qui veut dire qu'à 16 km 500 de l'arrivée, il a perdu la moitié de son avance. Je parle de Roglic. Personne, en tout cas pas grand monde n'avait imaginé ce scénario, hein. Voir Pogačar mettre à ce point la pression sur Primoz Roglic dans la première partie de ce contre-la-montre. Le voici, Tadej Pogačar. Allez, Primoz Roglic. Quelle impression vous fait-il, Thierry, le maillot jaune? Heurté. C'est, je crois, le terme qui me trotte dans la tête depuis 4-5 km, depuis 5 km, puisqu'il est passé sous l'arche indiquant les 15 derniers kilomètres, heurté. Et il y a une différence hein, quand vous êtes derrière, il y a vraiment une grosse différence. On a l'impression que c'était très fluide hein, pour Pogačar. On a l'impression que Primoz Roglic, il emmène un poil trop gros et qu'il est obligé de se tordre un petit peu sur son vélo. Et là, à ma surprise, sur un tout petit replat très court, il a été obligé de se mettre en danseuse. Il a eu le besoin, et il a éprouvé le besoin peut-être pour se détendre un petit peu, de se mettre en danseuse. Cette partie plate là, c'est alors quand il y a quand même du plat hein, sur cette première partie, ça lui convient peut-être un petit peu moins bien. Puis il était tendu, hein, faut être très réaliste. Il était très tendu. J'ai dit, il arrivait avant Pogačar, il est arrivé en même temps que Lopez. Il était tendu, il a fait du rouleau. On sentait à son visage. Il a regardé Pogačar monter sur la rampe de lancement. On le connaît un petit peu. Voilà, pas de décontraction du tout. Et là, je trouve que son style est heurté. Alors, il a besoin d'un début difficile. C'est certain que c'est un début plus difficile qu'il ne l'avait prévu certainement. Il y a sans doute un peu de gestion. On doit beaucoup lui parler dans les oreillettes, mais il est tendu. Très tendu, on peut comprendre. Et confirmation, et Roglic a perdu la moitié de son avance sur Tadej Pogačar au classement général. Puisqu'au classement général virtuel, on l'a vu, Roglic n'a plus que 30 secondes d'avance sur son jeune compatriote. Le tour est-il en train de basculer? En tout cas, ça va être tendu jusqu'au bout. Hein. C'était pas gagné pour Roglic, c'était pas gagné. Son équipe était très forte, elle a tout fait pour empêcher ses adversaires de l'attaquer. On a souvent dit, pourquoi n'attaque-t-il pas lui-même? Pourquoi n'essaie-t-il pas de prendre davantage d'avance? C'est prendre un risque. Et bien voilà, 57 secondes. Est-ce que ce sera suffisant? Pour l'instant, ça tient bon. Il n'en reste plus que 30.
Il n'en reste plus que 30. Et Un peu moins, même. Oui, un peu moins. Et il reste bien évidemment ces 17 minutes d'ascension vers la planche des belles filles. Ah, ça va se jouer au forceps entre les deux. Pogačar, c'est quand même un sacré phénomène. Malgré sa jeunesse, voilà, il n'a peur de rien. Il attaque tout le monde quand c'est difficile. 2 victoires d'étape sur ce tour et il aborde ce contre-la-montre où il pourrait se satisfaire de la 2e place. Non, il a du respect pour ses adversaires, mais il croit en sa chance. Et il a fait douter Roglic dans les premiers kilomètres. On va voir si Roglic est capable de résister. Voilà, résister, c'est le mot d'ordre. Et préserver donc ses 32 secondes d'avance au classement général virtuel. Pour l'instant, donc, avantage à Tadej Pogačar. Mais c'est toujours Roglic qui a la main au classement général. Et la partie comme c'est parti, je ne sais pas s'il faut opérer un changement de vélo. Donc, il ne faut pas prendre le risque de perdre 10 secondes. Personne, sincèrement, n'avait imaginé ce scénario. On rappelle que Roglic mène 2-1 dans ses affrontements sur contre-la-montre avec Tadej Pogačar. Mais que la dernière fois, au championnat de Slovénie, encore une fois, c'est Pogačar qui avait pris l'ascendant sur Roglic. Avec un contre-la-montre similaire, avec une distance équivalente. Mais il n'y avait eu que 9 secondes d'écart entre les deux à l'arrivée. Sacré pépite quand même ce Pogačar. 21 ans. Et pour la victoire d'étape, attention à Tom Dumoulin qui, on le rappelle, possédait au pied de la montée vers la planche des belles filles 51 secondes d'avance sur Wout van Aert. Richie Porte est à plancher les mines. Il s'approche, lui, du pied de la montée vers la planche des belles filles. Changement de vélo pour Enric Mas. Pour Enric Mas, l'Espagnol. À 1,56. 3 km encore pour Tom Dumoulin, qui a fait le choix de ne pas changer de vélo, on le rappelle. Mais au pied de la planche, il avait 51 secondes d'avance sur Wout van Aert. Il faut de la force là quand même pour rester positionné comme ça, ne pas vouloir se remettre en danseuse. Il monte moins vite que Van Aert, Tom Dumoulin. 36 secondes. 36 secondes d'avance toujours pour le Néerlandais, qui a quand même perdu 16 secondes pour l'instant par rapport à Van Aert depuis le début de l'ascension. Ils sont dans la même équipe tous les deux. Ils ne portaient pas le même maillot puisque Van Aert est champion de Belgique du contre-la-montre. Mais n'oublie pas, ils sont coéquipiers. L'écart se stabilise entre Roglic et Tadej Pogačar. Tout va se jouer dans la montée finale. Et évidemment, Roglic est informé des temps de Pogačar. Tous les risques. En plus, Tadej Pogačar, on le voit avec ses trajectoires. Oui. C'est incroyable. Il est survolté. Il est habité. Il est habité aujourd'hui, Tadej Pogačar. On peut toujours se dire qu'il est jeune, qu'il aura d'autres occasions de gagner le tour, mais non, quand on en a une... C'est pas le tempérament en plus à la laisser passer celle-là. En tout cas pas dans les propos. À chaque fois il l'a dit, oui, moi je respecte beaucoup Roglic, mais si je peux gagner... Dans les actes aussi. On l'a vu plusieurs fois à l'attaque. Allez, l'arrivée de Warren Barguil. En moins d'une heure, Warren Barguil. C'est un bon chrono pour le breton de l'équipe Arkea Samsic. Et on le rappelle quand même, Pogačar avait perdu 1 minute 20 dans les bordures. C'est vrai. Mais il avait repris une quarantaine de secondes dans le col de Perresourde avec l'arrivée de Daniel dès le lendemain. 40 secondes. Est-ce que Roglic ne va pas... 26 secondes maintenant, classement virtuel, classement général. Il se rapproche encore. 25. Quel suspense. Et le plus dur reste à venir pour ces deux hommes et surtout pour Primoz Roglic. La montée vers la planche des belles filles. Là évidemment, quand on est directeur sportif de ce garçon du maillot jaune, il faut trouver les mots justes pour ne pas le toucher au moral. Peut-être même lui raconter, mentir un petit peu sur les écarts, ça arrive parfois. De façon à ce qu'il ne s'écroule pas non plus. Il ne faut pas perdre les pédales. Et Tom Dumoulin possède 27 secondes d'avance sur Van Aert à mi-pente. Il continue de perdre du temps, Tom Dumoulin. Est-ce que ça va tenir? Il avait 51 secondes d'avance au pied, on le rappelle. Dumoulin qui n'a pas changé de vélo. On va retrouver Nicolas justement avec le leader de l'étape, avec Wout van Aert. Oui, Wout, Tom Dumoulin n'a plus que 21 secondes d'avance sur vous. C'est en train de réduire. Vous y croyez? Ouais, j'espère que c'est un de Jumbo Visma qui va gagner. Donc, c'est vraiment pas de souci quand je vais battu par Tom. Donc, oui, j'ai arrivé, mais maintenant je suis encore plus stressé parce que le final de Tour de France, c'est du suspense.
Merci beaucoup. Merci. Ah, quel suspense. Il en a partout du suspense pour la première place, pour la troisième place. On sent bien que ce qui le préoccupe à Van Aert, c'est pas tellement sa victoire d'étape, mais bien la victoire du Tour de France qui se joue entre Roglic et Pogačar. Attention, est-ce que Roglic va tenir le coup psychologiquement, physiquement? Plus que 26 secondes d'avance pour Primoz Roglic au classement général. Attention de ne pas exploser dans la tête pour Roglic. Énorme ce que réalise Tadej Pogačar. Et s'il remportait le Tour de France, Pogačar quand même, son équipe n'a jamais eu à contrôler, elle ne l'a jamais fait. Ah bah c'est le meilleur jour pour prendre le maillot jaune, oui. Laurent. Voilà. Exactement. Ça serait même du génie à ce niveau. À ce niveau-là, oui, ça confine absolument au génie absolu. On est d'accord, Marion. Quel suspense. Le maillot jaune de Primoz Roglic ne tient plus que pour 26 secondes. Et Richie Porte réalise également un bon chrono, 1 minute seulement de retard sur Tom Dumoulin au pied de l'ascension. Il va aller chercher la 3e place sur le podium, je pense. Sans aucun doute. Richie Porte. Lui qui court après ça depuis un certain moment. À 35 ans, il va réaliser son rêve, monter sur le podium d'un grand tour. Est-ce que Lopez est passé au kilomètre 30? Non, pas encore. Pas encore, mais Richie Porte avait déjà repris 45 secondes sur les 14 premiers kilomètres, la moitié de l'écart qui le séparait de Lopez. Donc, vu qu'il continue sur le même tempo. Plus que 25 secondes, 24. Ça tient à un fil pour Primoz Roglic. Il y a du suspense partout pour la victoire d'étape, pour le maillot jaune, pour la 3e place que Richie Porte va peut-être aller chercher à l'issue de cette ascension. 5 km encore pour l'Australien. Qui a changé de vélo, Richie Porte, on l'a vu. Quelle récompense ce serait aussi pour Richie Porte, souvent accablé par la malchance. Alors, Tadej Pogačar. Il change de vélo, Pogačar. Il va changer de vélo. Allez, on déclenche le chrono. Ça doit prendre 10 secondes, normalement pas plus. C'est le Tour de France qui est en train de se jouer. Il est lucide encore, Tadej Pogačar. C'est parti pour l'ascension finale. 12 secondes. Alors, Tadej Pogačar, où en est-il au kilomètre 30? On n'a pas le temps de Tadej Pogačar. Il va bientôt y passer. Il n'est pas encore passé. Damiano Caruso qui en termine avec un chrono canon pour l'Italien qui va rentrer dans le top 10 du Tour de France, c'est certain. Oui, parce que Valverde, il était à plus de 4 minutes. Pogačar à 1 seconde de Tom Dumoulin au kilomètre 30. À 1 seconde de Tom Dumoulin. On rappelle que le Slovène a changé de vélo. C'est énorme ce qui se passe aujourd'hui sur le Tour de France. Pogačar est en train de sortir du cadre. Voilà, Pogačar survolté. Il sent qu'il y a un gros coup à faire. Il est senti en difficulté un peu sur le haut du col de la Lose. Certains pensaient qu'il ne pourrait pas espérer mieux qu'une 2e place. Eh bien, il risque de faire mentir tout le monde. Dernier kilomètre pour Tom Dumoulin qui devrait prendre la tête, logiquement, devant Van Aert. Ça va pas jouer à grand chose. Ouais, mais c'est même pas dit qu'il puisse gagner l'étape. Pogačar est revenu à 1 seconde avant la montée. Allez, Primoz Roglic qui va passer au kilomètre 30 à plancher bas au pied de l'ascension vers la côte des Belleville, la planche des Belleville, pardon. On va retrouver Nicolas rapidement avec Guillaume Martin. Comment ça s'est passé ce chrono? Difficile, bien sûr. C'est toujours difficile un chrono. Alors, je suis bien essoufflé, excusez-moi, mais la rampe finale est très, très exigeante et j'ai essayé d'être appliqué. La première partie, j'ai pas mal souffert sur des parties vraiment plates qui m'avantageaient pas trop. Et je pense que j'ai pas trop mal fini, donc voilà, ça reste une manière correcte de finir un tour qui reste réussi. Merci et bravo, merci beaucoup. Alors la montée, le temps de la montée de Carapaz, 17 minutes et 22 secondes. 17 minutes 22 secondes, bon déjà c'est pas le meilleur temps. Non. Ça reste toujours Van Aert. Oui, vu l'état de grâce dans lequel se trouve Pogačar, ça va être compliqué pour lui de conserver son maillot de meilleur grimpeur. Et le risque pour Carapaz, effectivement, que des coureurs se glissent entre lui et Pogačar sur cette montée finale. Allez, Tom Dumoulin pour prendre la tête.
Pour la victoire d'étape, ça va être difficile parce qu'il n'avait qu'une seconde d'avance sur Pogacar. On le rappelle, au pied de l'ascension vers la planche des belles filles. Ouais, il va passer devant Van Aert très certainement, mais Pogacar derrière est en train de faire une énorme course aujourd'hui. Pogacar a repris 36 secondes à Roglic au kilomètre 30 au pied de la montée finale. 36 secondes, c'est-à-dire que le maillot 21. De Roglic ne tient plus que pour 21 secondes. Oui, que pour 21 secondes pour les 6 derniers kilomètres. Et ce sont les plus durs évidemment, 6 km à 8,5%. Allez, Tom Dumoulin à l'arrivée. Il va prendre la tête pour quelques secondes devant son coéquipier Wout van Aert. Il termine bien ce Tour de France, hein, Tom Dumoulin, mais ça risque de ne pas suffire pour la victoire d'étape parce que, encore une fois, Pogacar est survolté aujourd'hui. À 1 seconde de Tom Dumoulin, on le rappelle, hein, au pied de la difficulté. C'est tout simplement 10 secondes de mieux que son coéquipier Wout van Aert. Allez, est-ce que Roglic va changer de vélo, lui? Est-ce qu'il a changé de vélo? Il est passé au kilomètre 30, il est déjà dans l'ascension, Primoz Roglic. Pour l'instant, il n'a pas changé de vélo, hein, visiblement. Il n'a pas changé de vélo. A priori, il n'a pas changé de vélo, Primoz Roglic. Voilà, confirmation, Roglic n'a pas changé de vélo. Thierry, vous êtes avec Roglic? Ouais, non, il n'a pas, pour l'instant, pas changé de vélo et je vois pas pourquoi il le changerait maintenant. Hein. Il a attaqué dans son style cette ascension. Alors on a du mal à le voir parce qu'il y a tellement. Ah, il change de vélo, il s'arrête, finalement. Il change de vélo à l'instant. Il s'arrête. Il m'a fait mentir. Il s'arrête finalement, Primoz Roglic. Alors pourquoi ce choix tardif? Parce qu'il était déjà dans l'ascension. C'est étrange ce qui se passe là quand même chez Jumbo-Visma. Est-ce qu'on tente le tout pour le tout? Ouais, je pense qu'on lui a donné la consigne de s'arrêter, de changer de vélo. C'était pas clair dans leur tête, mais l'écart qui leur laissait craindre peut-être qu'avec un vélo de contre-la-montre, ils ne puissent pas rivaliser avec Pogacar qui a pris un vélo normal. Et bien voilà, on s'adapte à la tactique de l'adversaire pour être à jeu, faire jeu égal et ne pas prendre ce risque-là. À 4 km de l'arrivée, Tadej Pogacar qui est en train de peut-être de renverser le Tour de France, ce que personne n'imaginait. Oui, c'est vrai Laurent, vous étiez plus mesuré, on l'a dit, hein, c'est déjà arrivé, donc on sait que c'est possible. Et puis Roglic a déjà montré, on a rappelé tout à l'heure sur le contre-la-montre d'Espelette il y a 2 ans que quelquefois sur le dernier chrono, il était défaillant. Ah puis alors là, dans l'état d'esprit, il n'est pas du tout pareil. Hein. Alors que Pogacar, il a dans les oreillettes le temps qu'il est en train de faire. Il est survolté. Forcément, ça lui redonne de la force supplémentaire. Tandis que Roglic, lui, il est en train de douter. Roglic, son maillot ne tient plus que pour 22 secondes. Thierry avec le maillot jaune. Je ne vais pas dire qu'il est en difficulté. Si, évidemment, il est en difficulté parce qu'il perd du temps. Le choix, c'est assez étrange hein, parce que c'est pas l'endroit où il aurait dû changer s'il avait décidé de changer. Alors j'avais lu un petit peu partout qu'il hésitait encore hier soir. Est-ce que ce sont ces directeurs sportifs, comme vous le disiez, qui lui ont demandé de changer le vélo? Mais il l'a fait à un endroit qui n'était pas forcément le plus simple, où il y avait beaucoup de monde. On rappelle quand même, hein, c'est un élément important, que son habituel directeur sportif n'est plus dans la voiture depuis 3 jours, puisque après le col de la Loze, il y a eu une petite explication avec un commissaire UCI qu'il a été exclu pour 3 jours. En tout cas, il n'a pas le droit d'être dans la voiture juste derrière Primoz Roglic. Ceci peut, même s'il y a des moyens de communication, il faut sentir les choses. J'ai l'impression que Pogacar, avec son insouciance, il met la pression sur tout le monde, y compris sur les directeurs sportifs de Primoz Roglic, qui est quand même pas dans un grand jour. Hein. Ça se voit, il n'a pas le coup de pédale fluide de d'habitude, même là, dans une partie qui lui convient mieux. Ça n'a rien à voir avec ce que... Il est en train de perdre le Tour de France, Primoz Roglic. Plus que 10 secondes d'avance pour le maillot jaune. Il est en train de perdre le Tour. C'est mal embarqué, 4 km 500 de l'arrivée. Surtout, on voit bien le coup de pédale de Pogacar qui est plus puissant, qui monte en force. Roglic a-t-il les moyens de maintenir cette pression qu'il subit là maintenant? Et il y en a un qui est en train de nous faire aussi un sacré numéro, c'est Richie Porte, qui était au pied de l'ascension à 1 minute de Tom Dumoulin et qui n'est plus qu'à 18 secondes. Ouais, c'est extraordinaire. Richie Porte va monter sur le podium du Tour de France. Le podium va être bouleversé à l'issue de ce contre-la-montre. Bouleversé. Le voici, Richie Porte. 18 secondes effectivement de retard seulement sur Tom Dumoulin.
au kilomètre 33. On suit la suite du duel. Pogačar-Roglič, ça bascule dans le rouge là pour Primož Roglič. C'est terrible ce qui se passe pour le maillot jaune, que l'on pensait invincible à la tête d'une armada surpuissante, la Jumbo-Visma. Eh bien non, c'est peut-être Pogačar, sans équipe ou presque, qui va gagner le Tour de France. Oui, ça me fait quand même vraiment penser à ce Tour 1989 et la victoire de Greg LeMond, qui n'avait que 3 coéquipiers et qui a réussi dans le dernier contre-la-montre à battre Laurent Fignon. Et à reprendre 53 secondes à Laurent Fignon. Il a repris 50 secondes, oui, sur le contre-la-montre. Il a remporté le chrono à Paris avec 58 secondes d'avance. Il est dans le rouge, Primož Roglič. Son maillot jaune est peut-être déjà perdu. Hallucinant ce qui se passe. Quelle finale! On voit pas comment il peut renverser la tendance à ce moment de la course. Ouais, chacun évidemment est au maximum. Est-ce que Pogačar peut tenir comme ça jusqu'au bout? De toute évidence, on peut penser que oui, avec ce qu'il a fait déjà. Et il doit être parfaitement informé qu'il tient bon le maillot jaune, et donc on peut penser qu'il va tenir jusqu'au bout. Mais cette dernière rampe, c'est la rampe de tous les dangers au sommet de la planche des belles filles. Ouais, et la tendance n'est toujours pas favorable à Roglič. Vous l'avez dit, Laurent, au premier pointage intermédiaire. Eh bien, ça ne fait que se confirmer au fil des pointages. Roglič n'est pas dans l'allure par rapport à Pogačar. Ouais, Pogačar est trop fort aujourd'hui. Roglič est bien, il n'est pas en train de faire une contre-performance. Il était 4e au pied de l'ascension de la planche des belles filles, 4e du classement, mais le problème c'est Pogačar. Il est en perdition, Roglič. Alors non, en perdition le mot est fort, mais regardez l'écart avec Pogačar maintenant. C'est dans la tête aussi que ça va se jouer, évidemment. Il s'est vu vainqueur certainement de ce Tour de France, même s'il ne laisse rien filtrer, rien transparaître, Roglič. Mais là, informé qu'il perd du terrain, il va s'écrouler peut-être dans la tête. Et c'est l'effet inverse évidemment côté droit pour Tadej Pogačar. Ouais, survolté pour aller chercher la victoire d'étape bien évidemment, mais surtout la victoire dans le Tour de France. Et qui relance Pogačar. À 21 ans, Tadej Pogačar, il va peut-être devenir le plus jeune vainqueur du Tour de l'après-guerre. Il y a de la force encore, Pogačar, il y a de la force, il appuie fort sur les pédales. Alors que Roglič est sur un développement beaucoup plus petit. Oui, mais moins efficace. Beaucoup moins efficace, c'est vrai. Allez, Porte qui a repris Mikel Landa. Landa qui n'a pas changé de vélo, contrairement à Richie Porte. Et Pogačar a mis pente qui est même devant Tom Dumoulin. Oh là là. 48 secondes d'avance sur Dumoulin. 48 secondes d'avance sur Tom Dumoulin, mais il fait une montée stratosphérique, Tadej Pogačar. Ouais, c'est son jour de gloire. Pour une 3e victoire d'étape et surtout le maillot jaune à l'arrivée. Ouais, ça veut dire que Pogačar a déjà repris 49 secondes à Dumoulin depuis le début de l'ascension. Il lui reste 2,5 km Tadej Pogačar pour se couvrir de gloire, pour devenir à 21 ans le plus jeune vainqueur de l'histoire du Tour de France. Allez, l'arrivée de Enric Mas en moins de 59 minutes, 6e temps pour Enric Mas. Et on sent dans le coup de pédale ici, lorsqu'il se monte danseuse, que Roglič a les muscles engourdis au niveau des fessiers notamment. C'est ce grand braquet qu'il a mené sur la partie basse, sur la partie favorable, alors que Pogačar a encore de l'énergie, encore le moyen d'amener un grand braquet. Et ça fait la différence au niveau chronométrique. Pogačar plus fort. Et sur ce chrono, plus fort partout, plus fort sur le plat, plus fort dans la dernière ascension. Il était supérieur à Roglič aujourd'hui. Et plus fort dans la tête aussi. Il a pris l'ascendant dès les premiers kilomètres, Pogačar. Il a mis la pression sur Roglič. Et cette pression, eh bien, il l'a maintenue. Pour l'instant, il la maintient. À moins de 2 km. Et il relance Tadej Pogačar. On connaissait son potentiel, évidemment. Il a déjà terminé sur un podium d'un grand tour. Un 3e de la Vuelta l'an dernier à 20 ans. Mais de là à gagner le Tour de France, compte tenu du casting cette année, c'est incroyable. On le découvre. Et c'est vrai que, Marion l'a dit, c'est vrai, sur la route de l'Avor, il a perdu 1 minute et 21 secondes à cause du vent dans les bordures. Il s'était fait piéger, mais il est passé à l'attaque. Il ne s'est jamais affolé, jamais affolé. Non, il n'a pas fait d'esclandre. Chaque fois qu'il a pu, il est passé à l'attaque. Il a repris ce terrain petit à petit. Alors que Roglič va récupérer Miguel André Lopez, mais Lopez est en perdition aujourd'hui. Il va perdre son podium, Lopez. Oui, c'est perdu déjà. Et Roglič a perdu le Tour de France, on peut le dire maintenant. 25 secondes de retard, comment pourrait-il inverser la tendance? Non, c'est plus possible. C'est impossible.
Il aurait pu essayer allez, on aurait pu penser que sur la montée finale, Roglic a encore la ressource pour gérer juste cet écart et conserver ses 10 secondes d'avance, ces 15 secondes. Mais non, l'écart s'est inversé, il perd du terrain et ça va passer au-delà des 30 secondes sur la ligne. Il écrase contre la montre Tadej Pogačar et il va gagner le Tour de France. Roglic n'était pas si fort, il était très bien entouré, il avait une équipe qui était évidemment bien organisée et très puissante, mais il n'était pas si fort sur ce tour. Roglic à 1,22 de Tadej Pogačar à mi-pente. 1,22 sur l'étape. C'est perdu pour Primoz Roglic. On imagine la détresse là, du Slovène il a 30 ans, hein, Primoz Roglic. C'était peut-être l'année ou jamais pour lui, alors que Pogačar, lui, on a encore des belles années. C'est peut-être dans les Pyrénées aussi hein, qu'il a laissé passer le coche, hein, Laurent. Bon, c'est facile de refaire l'histoire maintenant. Allez, l'arrivée de Richie Porte à l'arrivée. Deuxième temps, à 58 secondes. Moins d'une seconde. Ouais. Richie Porte qui va terminer 3e du Tour de France. Allez, Pogačar à la flamme rouge pour finir en boulet de canon. Pogačar, 1 minute et 14 secondes. Ouais, son avance sur Tom Dumoulin pour la victoire d'étape. Ouais. Qui va l'emporter en 56 minutes environ. Ouais, là, il s'écroule. Roglic, il s'écroule. Ouais. Et puis, perd les pédales. Son coup de pédale n'est pas efficace. Il est sur un tout petit développement qui ne génère aucune efficacité. C'est son style, mais évidemment, il est sur la fin du tour. On le croyait si fort, mais on se rend compte aujourd'hui que il y a cette pression psychologique qu'il a subie parce que il fallait tenir le coup avec une avance finalement qui n'était pas si importante. Et puis il y a les forces qui lui manquent, très simplement. Pogačar était trop fort. Allez, Tadej Pogačar qui est maintenant tout près de la ligne d'arrivée. Il est dans le dernier kilomètre. Il lui reste la dernière rampe. 500 mètres encore. Il y a encore le passage à 20% à négocier pour Tadej Pogačar. Parfaitement lucide en plus. Il est hallucinant. Et puis là, dans la tête, ça doit être quelque chose d'énorme pour Pogačar. Il le sait bien sûr, Tadej Pogačar qui va exploser le chrono de Tom Dumoulin. Qui va faire que double, victoire d'étape. Et surtout victoire dans le Tour de France. Et maillot à poids. Hein. Ouais, maillot à poids bien sûr. Et là c'est un gros coup dur pour l'équipe du Jumbo-Visma qui a quand même condamné tellement d'initiatives de toutes parts, de ces coureurs qui voulaient attaquer, qui voulaient s'échapper, qui voulaient gagner des étapes et qui finalement sur le dernier contre la montre voit le maillot jaune filer. Et Pogačar qui va enfiler 3 maillots. Hein. Le blanc. Le maillot de leader et le maillot à poids. Tadej Pogačar à quelques dizaines de mètres de l'arrivée, il lui reste 200 mètres exactement, 150. Tadej Pogačar qui a écrit sa légende aujourd'hui sur la route de la planche des Belles Filles. On se souviendra de ce chrono entre Lure et la planche des Belles Filles en Haute-Saône en Franche-Comté. Tadej Pogačar qui va s'imposer, qui va décrocher une nouvelle victoire d'étape dans ce Tour de France. La troisième déjà, comme sur la Vuelta l'an dernier surtout. Tadej Pogačar qui va s'habiller de jaune ce soir, c'est lui le patron du Tour de France. Oh. Magnifique, Tadej Pogačar qui remporte cette étape. 1 minute et 21 secondes d'avance sur Tom Dumoulin. C'est un phénomène, c'est un prodige. Ce qu'il a réalisé là est proprement hallucinant. Primoz Roglic à 1,5 km de l'arrivée. La montée de Pogačar en 16 minutes et 10 secondes. 16 minutes 10 secondes pour Pogačar. Allez, bon, il n'y a pas de suspense, même pour le maillot de meilleur grimpeur évidemment. Est-ce qu'il réalise là, Tadej Pogačar, ce qu'il vient de réaliser? C'est pas sûr pour l'instant qu'il réalise l'ampleur et l'onde de choc qu'il vient de générer en frappant aussi fort. Mais c'est dur pour Roglic. Allez, alors on s'attendait à ce qu'un Slovène gagne le Tour de France. Là, il n'y avait pas de suspense. Mais c'est pas forcément Pogačar qu'on attendait. On attendait Primoz Roglic évidemment avec cette avance de 57 secondes. Et puis Primoz Roglic avait couru au millimètre. Alors sans éclat, sans panache certes. Mais il avait très bien couru. Mais il n'a rien pu faire face à la jeunesse de Tadej Pogačar. Comment la Jumbo-Visma a-t-elle fait pour perdre ce Tour de France?
Elle a été battue par plus fort qu'elle, hein, simplement. Et il y a eu des moments, on va refaire la course dans tous les sens, certainement dans cette formation. Et il y a eu des moments où peut-être on aurait pu prendre le risque d'attaquer lorsque les adversaires étaient moins bien. Enfin, en tout cas, tester. On a laissé revenir dans le jeu un Pogačar qui avait perdu 1 minute et 21 sur une étape de plaine. On l'a laissé revenir le lendemain dans le col du Pays Ressourdes lorsqu'il est sorti. Roglic l'a laissé filer. Oui, elle lui a laissé reprendre 40 secondes. Et on l'avait déjà dit à ce moment-là, on lui avait dit attention de ne pas laisser revenir rentrer dans le jeu Pogačar. Mais la course on la refait pas, hein. Ça a été fait comme ça. On a misé sur Roglic, hein, cette équipe Jumbo-Visma. On s'est peut-être pas assez méfié du talent de ce jeune prodige. On pourrait le comparer à Mozart, hein. Mozart du vélo. 21 ans, un dernier mot avec vous Thierry, derrière un maillot jaune en détresse. Ouais, ça a été des images terribles, c'était des sensations, en fait c'était la réalité. Ouais, c'est un terrible coup de massue sur la tête de l'équipe Jumbo-Visma. Il va y avoir des discussions dans les jours à venir. Puis demain on reparlera quand même de Pogačar, parce que Pogačar, nous quand on l'a vu crever tout seul et qu'il a perdu du temps, il était revenu tout seul et là on en reparlera demain. Je vous laisse finir parce que c'est plus important. On reparlera de tout ça demain. Allez, Primož Roglic a déjà perdu le Tour de France, ça y est, il avait 57 secondes d'avance, on le rappelle, hein, par rapport à Tadej Pogačar, mais ça on l'a compris dès le début de l'ascension de la planche des Bellefilles. Il n'y avait rien à faire pour Primož Roglic, avec le casque de guingois là sur la tête. C'est dur cette image pour le Slovène, qui a été le patron du Tour pendant 2 semaines, mais qui s'écroule la veille de l'arrivée sur les Champs-Élysées. Ouais, c'était l'heure de vérité aujourd'hui. Il fallait rouler en moins de 56 minutes et la marche était trop haute pour Roglic. Il n'en était pas capable tout simplement. Primož Roglic qui va prendre la 4e place, la 5e place de l'étape, juste devant Rémi Cavagna. Rémi Cavagna qui va terminer 6e. Terrible, terrible pour Primož Roglic. Ouais, mais il n'y a pas photo, hein, il n'y a pas photo en même temps, il ne perd pas pour quelques secondes. Alors, il y a 1 minute d'écart. Hein. Il y a 1 minute d'écart au classement général entre Pogačar et Roglic. Alors qu'il y avait 57 secondes à l'avantage de Roglic ce matin. Et pour ses 21 ans, hein, son anniversaire c'est lundi, sauf un premier Tour de France. Il est là, le vainqueur du Tour de France 2020, il incarne le triomphe absolu de la jeunesse. Tadej Pogačar, 21 ans. Je ne sais même pas s'il y a eu un vainqueur plus jeune dans les premières années du Tour de France. Hein. C'était Henri Cornet, je crois, qui avait le record, qui était âgé de 21 ans et quelques fois. Enfin, on va regarder tout ça, mais en tout cas, c'est le plus jeune vainqueur de l'après-guerre, ça c'est sûr. Et évidemment, ce qu'a fait Pogačar, c'est énorme, c'est exceptionnel, mais on a de la peine pour Roglic. Perdre le Tour le dernier jour comme ça, il faut s'en remettre. Hein. Qui en profite, Tadej Pogačar, rendez-vous pour la première fois ce soir. Laurent Fignon avait mis de longues années à s'en remettre. S'en était-il complètement remis d'ailleurs. Et là, unbelievable, ouais, incroyable, incroyable. Les premiers mots de Tadej Pogačar pour le signal international dans quelques instants. Et la jeunesse triomphante de Tadej Pogačar. Quel drame pour Primož Roglic. Pogačar, c'est pareil cette année, il n'avait pas l'équipe pour défendre ce maillot. C'est le scénario idéal, il est tombé sur une formation de Jumbo qui a verrouillé la course et lui il est resté toujours au contact de l'homme le plus dangereux et il l'a battu dans le dernier contre-la-montre. Ouais, finalement, est-ce que cette équipe Jumbo-Visma s'est pas vue un peu trop belle, un peu trop forte et elle a négligé les forces en présence? On peut refaire le film hein, de ce Tour de France, mais il y a peut-être 1 ou 2 occasions que Primož Roglic a laissé passer, notamment je pense dans les Pyrénées. C'est peut-être là que le Tour s'est vraiment joué, parce que au col de la Lose, voilà, Roglic reprend 17 secondes à Pogačar. Là, on pense que l'affaire est entendue et que. Est-ce qu'il avait vraiment les moyens d'attaquer Roglic? Il l'a jamais fait. Et peut-être qu'il pouvait pas, tout simplement. On a vécu l'histoire là en direct. Bah, moi j'ai du mal à. Je suis un peu sans voix. Je suis ébloui par ce qu'a réalisé Tadej Pogačar. On a beaucoup entendu le duel Fignon-Lemon. Je crois que la grosse différence, c'est simplement que le public slovène n'aura pas le même mal au cœur que le public français a eu en 89. Et Thomas, cette image, on a vu tout à l'heure les 2 hommes se congratuler. On a vu surtout Primož Roglic venir féliciter son cadet. Et Primož Roglic, on l'a vu ici autour de nous. Il était dans un état second. Il était groggy, il était complètement sonné comme KO après justement un match de boxe. Je l'ai vu, pour ne rien vous cacher, il ne savait même pas où aller. C'est moi qui lui ai orienté où était le vestiaire alors qu'il y allait depuis 14 jours. Il était vraiment, je pense que si Pogačar ne réalise pas, lui non plus ne réalise pas ce qui s'est passé aujourd'hui.
aujourd'hui. Aussi, on est assez groggy parce que Tadej Pogačar a réalisé une performance incroyable et c'est vrai qu'on est tous sous le choc de la prise de pouvoir à la veille de l'arrivée sur les Champs-Élysées de ce jeune garçon, 21 ans, seulement 22 ans lundi, vous l'avez dit Laurent, il avait remporté le Tour de l'Avenir en 2018, preuve que c'était un grand espoir comme Bernal l'an dernier. Et là, aujourd'hui, il va remporter la plus grande course du monde en assommant ce contre-la-montre. Ouais, assommer, c'est même pas le mot. C'est extraordinaire, c'est épatant. Les 3 maillots à 21 ans, voilà, pas d'équipe et il sera vainqueur du Tour de France. Il met, Thomas, 1 minute 21 à Tom Dumoulin. Tom Dumoulin, c'est l'un des meilleurs rouleurs du monde. Il met également 1 minute 21 au vétéran Richie Porte. Vous l'avez dit, la différence d'âge entre les deux hommes. 14 ans. 14 ans entre les deux. Il met une claque à tout le monde. 1,31 à Wout van Aert et 1,56 à Roglic. C'est incroyable, depuis 3 semaines, on se dit il n'y a pas de suspense, ça sera Roglic. On a essayé de trouver du suspense, des moyens, à part quelques-uns comme Laurent Jalabert qui émettait quelques doutes à juste titre. On a voulu chercher du suspense. La presse nationale ce matin, à juste titre, disait qu'il n'y en a pas. Le vélo, c'est ça aussi. C'est très rare qu'il y ait ça, mais ça arrive aussi. Primož Roglic, aujourd'hui, c'est cruel pour lui, qui s'écroule. Oui, aujourd'hui, il s'est vraiment écroulé. Je pense qu'il a vraiment connu un jour sans. Est-ce que c'est au niveau mental qu'il n'a pas été à la hauteur au niveau de la pression? Est-ce que c'est un jour sans physique? Mais il était loin d'être au niveau qu'il avait les autres jours. Et on l'a vu dans son attitude sur le vélo. Regardez, les images parlent d'elles-mêmes. Et Thomas, il a bluffé hier parce qu'on lui a demandé son état d'esprit, on lui a demandé s'il avait la pression. Il nous a dit non, je suis relax, tout va bien. C'était pas le cas. Il était peut-être sincère, sauf que l'enjeu le rattrapant, peut-être des sensations moins bien, une mauvaise nuit, c'est terrible pour lui. C'est terrible pour lui. Oui, et au moment où on vous parle, Primož Roglic qui passe juste devant nous, là, c'est assez cruel justement pour lui au moment où voilà, moment historique, en tout cas pour le cyclisme slovène, avec la prise de pouvoir de Tadej Pogačar. Tadej, vous venez de renverser le Tour de France. Vous aviez 57 secondes de retard ce matin et vous êtes désormais maillot jaune. Est-ce que vous réalisez que, sauf accident, demain vous allez remporter la plus grande course du monde? Non. Non, je réalise pas. Et je pense que je ne vais pas réaliser le sitôt. Il va me falloir du temps. C'est juste incroyable. J'étais content au départ avec ma 2e place au général. Et je regardais donc mes notes pour le lendemain et je suis là maintenant devant vous avec le maillot jaune. Je n'arrive même pas à décrire comment je le vis. Tadej, est-ce qu'aujourd'hui, bien sûr, tu avais les renseignements avec la radio, est-ce que tout de suite, au bout de 15 km, tu as compris que tu pouvais gagner le Tour? No, non. I didn't. I heard the radio. Alors, I was just j'écoutais la radio, bien sûr. My position, my Certes, corner, in the corners, on potholes. I knew the course very well. Je savais où j'étais, les temps. The technical part. Et puis bon, j'écoutais des consignes techniques surtout à la radio. When I knew I catch Lopez, I didn't bother with Quand je me suis rendu compte que j'allais rattraper Lopez, après, je ne me suis plus trop concentré sur les temps. Et dans l'ascension, j'entendais plus rien à l'oreillette parce que les spectateurs faisaient trop de bruit. Tadej, qu'est-ce que vous ressentez là? Tout de suite. I don't know. My head will explode. Pas quoi vous dire. Je pense que ma tête va exploser. I can't say anything. Je ne peux rien vous dire. Je ne sais pas. Vous pensiez ce matin pouvoir reprendre 57 secondes à Primož Roglic? Vous pensiez que c'était possible d'aller chercher la victoire? Ou vous êtes dit, bon, on verra bien, je vais tout donner, puis on verra? No, honestly, I knew honnêtement, that, je ne pensais pas pouvoir because Roglic looked really good parce que all the tour. Roglic a vraiment bien roulé pendant tout le tour, pendant toute la course. Aujourd'hui, il était dans le bad, il a eu une mauvaise journée.
Mais j'aurais jamais cru ça. Et j'ai pas cru en moi jusqu'à l'arrivée de cette étape. Et quand il est arrivé, lui, qu'il a passé la ligne d'arrivée, là je me suis rendu compte d'un coup que j'avais gagné la course. C'est juste fou.